Comme convenu, nous allons faire un live sur le sujet de la justice pénale des mineurs. Il me semble que vous avez quand même suivi l'actualité gabonaise ces derniers temps et que le sujet de la délinquance juvénile, ou en tout cas la délinquance chez les mineurs, a beaucoup fait l'actualité, notamment avec le cas impliquant, je ne vais pas rappeler le nom, le prénom du jeune compatriote, mais enfin, vous savez. Donc, je vous remercie en tout cas d'être là. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la justice pénale des mineurs. Est-ce que les mineurs sont jugés comme les adultes? C'est quand même important de se poser cette question, en tout cas de savoir ce que la loi gabonaise prévoit à ce propos. Eu égard à l'actualité gabonaise, nous allons aborder le sujet de la justice pénale des mineurs, c'est-à-dire savoir si les mineurs au Gabon sont jugés comme les majeurs. Qu'est-ce que la loi gabonaise prévoit par rapport à ça? On va notamment aborder les différentes étapes. Je pense notamment à l'enquête préliminaire, comment est-ce que ça se passe pour les mineurs. La phase de l'instruction, c'est-à-dire le, l'enquête approfondie qui est faite par un juge. Et puis la phase de jugement, c'est-à-dire quand on se retrouve devant le juge qui doit trancher, qui doit décider à la fin de ce qui se passe avec le mineur, de la sanction en tout cas, de la culpabilité, enfin pas de la culpabilité, de la condamnation du mineur et de la sanction éventuelle que le mineur va subir. Donc la première chose déjà que j'aimerais aborder rapidement avec vous, c'est le sujet de la responsabilité des mineurs. C'est-à-dire que est-ce que quand on est dans le domaine de la loi pénale, dans le domaine du code pénal, les mineurs sont responsables? Donc la première chose à indiquer, c'est que quand un mineur a entre 0 et 13 ans, la responsabilité de ce dernier, en fait, ne va pas entraîner de sanctions pénales. Donc ça, c'est ce que j'ai mentionné dans les différents slides que je viens d'ailleurs de publier. Donc, lorsque le mineur est confronté à une infraction à la loi pénale, eh bien, à ce moment-là, il est soit remis à son tuteur légal, c'est ce que la loi gabonaise prévoit, soit placé dans un établissement spécialisé ou soumis à une obligation de formation professionnelle. Donc, en lieu et place de sanctions pénales, c'est-à-dire payer une amende ou éventuellement aller en prison, on va préférer pour le mineur des mesures de protection dans son intérêt supérieur. Ça, c'est l'article notamment 375 du Code de procédure pénale gabonais qui le prévoit. Ce qu'il faut quand même bien comprendre par rapport au sujet de l'organisation de la justice pénale des mineurs, c'est qu'il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif principal, c'est, on va dire, le redressement éducatif et moral du mineur. Lorsque le mineur est impliqué dans une procédure pénale, que le mineur est soupçonné d'avoir commis une infraction à la loi pénale, ça peut être une contravention, ça peut être un délit, ça peut être un crime, eh bien, le premier objectif de ces règles spécifiques, parce que ce qu'il faut surtout comprendre de toute la présentation que je suis en train de faire, c'est que, en gros, quand un mineur est impliqué dans une infraction à la loi pénale, les règles qu'on va lui appliquer pour le juger sur le plan pénal vont être des règles spéciales comparativement aux règles qu'on applique de manière générale aux adultes, donc c'est-à-dire aux personnes qui ont plus de 18 ans. Donc, le premier objectif, effectivement, de cette justice, c'est un redressement éducatif et moral du mineur. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif de cette justice, c'est éviter la récidive. Éviter que le mineur se retrouve à nouveau à commettre une infraction à la loi pénale. Bon, ce deuxième objectif-là n'est pas différent de celui des adultes, mais il faut quand même comprendre que ces deux principes-là sont fondamentaux pour expliquer la spécificité des règles qui sont applicables aux mineurs par rapport à la justice pénale quand il est impliqué dans une infraction à la loi pénale. Donc ça, c'est la première chose. Entre 0 et 13 ans, la responsabilité du mineur ne va pas entraîner de sanctions pénales, donc il ne va pas y avoir d'amende, il ne va pas y avoir de peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. Ce qu'on va observer, c'est qu'on va privilégier ce qu'on appelle des mesures de protection. Deuxième chose, entre 13 et 18 ans, le mineur, il est responsable pénalement, en tout cas par rapport à ce que la loi gabonaise dit. Tout à l'heure, on va rentrer dans certaines subtilités, dans certains détails, mais globalement, ce qu'il faut comprendre là, c'est que
entre 13 et 18 ans, le mineur, il va être responsable sur le plan pénal. Mais naturellement, les règles qu'on va appliquer pour le juger vont être des règles spéciales. Donc, entre 13 et 18 ans, on appelle ça la minorité pénale. C'est prévu par l'article 374 du Code de procédure pénale. Petit détail important, les règles spéciales qu'on va appliquer aux mineurs pour le juger sur le plan pénal entre 13 et 18 ans, eh bien, elles restent toujours applicables aux personnes qui sont jugées à l'âge adulte à partir du moment où les infractions en question ont été commises alors que la personne était encore mineure. Donc, au-delà des règles spéciales qu'on applique aux mineurs quand il est impliqué dans une infraction à la loi pénale, il faut savoir que pour accompagner ces règles, l'application de ces règles spéciales-là, on va aussi avoir des acteurs spécialisés. Donc, la première phase de la procédure pénale, naturellement, c'est l'enquête. Qu'est-ce qui va se passer durant l'enquête? Durant l'enquête, quand on a un mineur qui est impliqué dans une procédure pénale, eh bien, les unités de police judiciaire vont être des unités de police judiciaire pour enfants. Les officiers de police judiciaire qui vont mener l'enquête, naturellement sous la responsabilité du procureur, vont être des officiers de police judiciaire spécialisés pour mineurs. En ce qui concerne les poursuites, donc comme on le sait tous déjà, pour tous ceux qui sont abonnés à mon compte et qui suivent mon contenu depuis un certain temps, ils savent très bien que quand on parle de poursuite, on fait référence au procureur, au parquet de la République, donc au procureur. Donc, pour ce qui est des poursuites, il va y avoir un parquet de la République spécialisé pour les mineurs et un procureur de la République des enfants. En ce qui concerne l'instruction c'est quoi? Eh bien, l'instruction, ça va simplement être une enquête, cette fois-ci, plus une simple enquête, mais une enquête approfondie, une enquête plus poussée et surtout une enquête qui est faite par un juge. Parce que, pour ceux qui suivent mon contenu, ils savent très bien que le procureur a beau être magistrat, mais c'est pas un juge. Donc, ici, on va avoir un juge, et il faut d'ailleurs savoir que le Code de procédure pénale au Gabon prévoit que quand on a des infractions à la loi pénale qui impliquent des mineurs, on a des délits, on a des crimes qui impliquent des mineurs, on doit saisir le juge d'instruction. Après l'enquête préliminaire, il faut absolument saisir le juge d'instruction. Parce que le juge d'instruction, bon, ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, c'est que le juge d'instruction ne le saisit pas dans tous les cas. On ne le saisit pas à chaque fois qu'il y a une infraction à la loi pénale. Généralement, on le saisit parce que l'infraction est complexe. Là, c'est de manière générale, hein, les adultes et les mineurs y compris. Généralement, on va le saisir parce que l'infraction est complexe, l'infraction est extrêmement grave, l'infraction implique des acteurs on va dire transnationaux, etc. Donc, généralement, c'est pour ces cas-là qu'on va saisir le juge d'instruction. On ne le saisit pas automatiquement, en tout cas par principe. Mais quand il s'agit des mineurs, dès qu'un mineur est impliqué dans un délit ou dans un crime, on saisit automatiquement le juge d'instruction après l'enquête préliminaire. Ça, c'est ce que le Code de procédure pénale gabonais prévoit. Donc, dans la phase de l'instruction, qui est une des phases du coup de la procédure pénale, une des étapes de la procédure pénale, il faut savoir que là aussi, on va avoir un acteur spécialisé. Et l'acteur spécialisé en question, eh bien, c'est le juge d'instruction des enfants. Ensuite, dans la dernière phase de la procédure pénale, en tout cas, oui, une des dernières phases de la procédure pénale, qui est la phase de jugement, donc la phase où on va aller maintenant devant le juge qui va trancher, eh bien, à ce moment-là, il faut distinguer deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du tribunal de première instance. Donc, au niveau du tribunal de première instance, notamment à Libreville, vous allez trouver ce qu'on appelle un juge des enfants. Le juge des enfants, lui, il va se prononcer sur les délits. Donc, quand un mineur est impliqué dans une situation qui est qualifiée de délit, eh bien, à partir de ce moment, le mineur fait face à un juge des enfants. Pareil, lorsqu'il faut prendre des mesures de protection, pour ceux qui suivent le live depuis le début, tout à l'heure, on a expliqué qu'entre 0 et 13 ans, les mineurs ne vont pas subir des sanctions pénales, ils vont subir ce qu'on appelle des mesures de protection.
On va pas les envoyer en prison, on va pas leur faire payer des amendes, mais par contre, on va soit les remettre à leur tuteur légal, soit les placer dans un établissement spécialisé pour l'éducation du mineur, en conflit avec la loi. Eh bien, donc, pareil pour ces mesures-là aussi qui doivent être prises pour les mineurs impliqués dans une procédure à la loi pénale, mais qui ont entre 0 et 13 ans, eh bien, ce sera un juge des enfants aussi qui doit se prononcer. Je tiens à rappeler que là, on est encore au niveau du tribunal de première instance. Donc, au niveau du tribunal de première instance, quand il va s'agir de crimes, comme vous voyez que dans la procédure pénale, il faut toujours avoir ça présent à l'esprit. Il y a une gradation des infractions à la loi pénale. Je vous invite d'ailleurs à aller lire des articles 1 à 3 du code de procédure pénale. Je pense que c'est le code non, c'est le code pénal. Où on définit, où on fait la classification justement des différentes infractions en allant du moins grave au plus grave. Donc, la moins grave, naturellement, c'est la contravention. La plus grave, c'est le délit. Et enfin, la moyennement grave, c'est le délit. Et la plus grave, c'est le crime. Donc, en fonction du type d'infraction, les acteurs vont aussi être différents. Donc là, toujours au niveau du tribunal de première instance, on a le juge des enfants pour tout ce qui est délit et pour tout ce qui est mesure de protection. Et on va avoir, pour tout ce qui est crime, un tribunal pour enfants. Vous voyez, c'est deux acteurs différents au niveau du tribunal de première instance. Une fois qu'on quitte le tribunal de première instance et qu'on arrive au niveau de la cour d'appel, on va avoir un seul acteur, enfin une seule juridiction ici, non, on va avoir deux acteurs, pardon. Le premier acteur qu'on va avoir, c'est la chambre d'accusation des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la chambre d'accusation des enfants, elle va connaître de tous les recours qui vont être formés contre les décisions du juge d'instruction des enfants. Donc, vous voyez, le juge d'instruction des enfants, il fait son travail. Et s'il faut contester une ordonnance du juge d'instruction des enfants, et bien à partir de ce moment, une décision en tout cas du juge d'instruction des enfants, et bien à partir de ce moment, on va saisir la chambre d'accusation des enfants au niveau de la cour d'appel. Ensuite, au niveau de la cour d'appel toujours, on va avoir ce qu'on appelle une chambre des enfants. Et naturellement, cette chambre des enfants, elle va connaître des recours contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Si vous vous souvenez bien, le juge des enfants, au niveau du tribunal de première instance, il se prononce pour les délits et les mesures de protection. Et le tribunal pour enfants, au niveau du tribunal de première instance, se prononce pour tout ce qui est crime. Et bien, pour ces deux acteurs-là, quand il faut faire des recours contre leurs décisions, on va saisir la chambre des enfants au niveau de la cour d'appel. Donc là, on a parlé de la responsabilité pénale des mineurs. On a expliqué la différence entre quand on a 0 et 13 ans et quand on a 13 ans et 18 ans. On a parlé des acteurs ensuite. Maintenant, on va parler de l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire qui est bien sûr une phase importante dans la procédure pénale. Pareil pour les adultes aussi, il y a des enquêtes préliminaires. Mais maintenant, on va voir les spécificités de l'enquête préliminaire quand il s'agit du mineur. Je rappelle que le mineur au Gabon, en tout cas le mineur sur le plan pénal, ou en tout cas l'enfant au sens du code de l'enfant au Gabon, c'est entre 0 et 18 ans révolus. Hein. Je me rappelle plus très bien de l'article, mais c'est écrit comme ça noir sur blanc dans le code de l'enfant. Donc, naturellement ici, on parle des personnes qui ont entre 0 et 18 ans. Ne pas confondre la minorité pénale et la minorité civile aussi. Parce que la minorité civile, c'est 21 ans révolus, article 400 et quelques du Code civil. Je ne me rappelle plus très bien du numéro de l'article. Si vous le retrouvez là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, en ce qui concerne l'enquête préliminaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, s'il y a audition, eh bien, cette audition, elle ne se fait qu'en présence des personnes qui ont la charge de l'enfant. Ça peut être un travailleur social, ça peut être l'avocat de l'enfant, ça peut être un travailleur social, bien sûr, si l'enfant est placé dans un orphelinat, etc. Et toujours à propos de l'audition, on nous dit qu'elle ne peut pas dépasser 2 heures entrecoupées de 15 minutes de pause. À la fin, un procès verbal est dressé. Lecture en est faite à l'enfant qui le signe en présence de son tuteur ou de son conseil, donc son avocat, conseiller juridique. Et l'enfant est libre de refuser de le signer. La spécificité ici, c'est bien sûr les auditions qui ne peuvent pas dépasser 2 heures entrecoupées de 15 minutes.
Vous voyez, là, on tient compte vraiment de la spécificité. Alors, j'utilise le mot enfant à dessein, hein. Je peux utiliser mineur, mais j'utilise le mot enfant à dessein parce qu'en l'occurrence, à, je m'adresse à un public, comment dire ça? Un public de profanes, on va dire ça comme ça. On peut dire mineur aussi, mais bon. Donc, en ce qui concerne la garde à vue, là, pareil, on va avoir une différence toujours avec les majeurs. Donc, l'enfant de 13 à 18 ans ne peut être gardé à vue qu'en cas de gravité des actes commis, de crimes ou de délits flagrants, ou si le fait qu'il reste en liberté est un risque pour lui ou pour d'autres personnes. Donc, je vais reprendre vraiment cette partie-là, c'est quand même très important. Là où l'adulte, on peut le placer en garde à vue, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, hein, bien sûr, il faut respecter la loi, hein. Mais pour l'enfant, il y a une spécificité. Ça veut dire que par principe, on ne place pas l'enfant en garde à vue. C'est ça, en fait, que ça veut dire, hein. C'est même pas une interprétation, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Par principe, on ne place pas l'enfant en garde à vue. Donc ça, c'est quand même une chose sur laquelle je souhaite attirer l'attention des gens en disant, faites attention. Quand un enfant est impliqué dans une procédure pénale, il y a des règles spéciales. Ne vous dites pas que, comme l'officier de police judiciaire parle de garde à vue, eh bien, la garde à vue, comme c'est prévu dans le code de procédure pénale, la garde à vue, quoi. Non. Il y a des règles spéciales. Par principe, on ne place pas l'enfant en garde à vue. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, exceptionnellement, on peut le placer en garde à vue par rapport à la gravité des actes commis. S'il s'agit de crimes, par exemple, ou s'il s'agit de délits flagrants, voilà, ça c'est la deuxième hypothèse. S'il s'agit de crimes ou de délits flagrants, c'est-à-dire un crime ou un délit qui vient de se commettre, ou si le fait qu'il reste en liberté est un risque pour lui ou pour d'autres personnes. La durée de la garde à vue est de 48 heures renouvelable une fois comme pour les adultes. Parce que dans tous les cas, ce que le code de l'enfant dit, c'est que par rapport à la durée de la garde à vue, eh bien, c'est conformément aux règles du code de procédure pénale. Ça veut dire qu'on s'aligne là sur ce sujet précis de la durée de la garde à vue, on s'aligne sur ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire les règles générales, en fait. Maintenant, l'enfant, il peut voir un médecin sur sa demande, hein, naturellement, sur la demande de son représentant légal ou de l'officier de police judiciaire. Et un autre détail très important, c'est que toute unité de police judiciaire qui est spécialisée pour les enfants doit être équipée pour s'adapter aux besoins de l'enfant. Alors, très honnêtement, je ne suis pas dupe, enfin, je me pose la question de savoir si sur le terrain c'est bel et bien le cas. Autant vous dire que je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, c'est ce que la loi prévoit. Et j'espère en tout cas que le ministre de la Justice est attentif, enfin sensible en tout cas à cette question-là. Et si c'est pas encore le cas sur le terrain, j'espère que notre excellent ministre de la Justice se penche sur ce sujet. Parce que je tiens à rappeler que la justice pénale des mineurs, le but, c'est le redressement éducatif et moral et éviter la récidive. Voilà. Donc, dans ce but-là, on a mis en place des règles spécifiques justement pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, c'est pas une faveur qui est faite aux mineurs, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une faveur. L'enquête préliminaire. Toujours l'enquête préliminaire. Là, on va aborder le recours à la force et le rôle du procureur des enfants, procureur de la République des enfants. En ce qui concerne le recours à la force, naturellement, lors de l'interpellation de l'enfant, le recours à la force ne se fait qu'en cas de nécessité absolue. Ce qui veut dire, autrement, qu'il n'y a pas à avoir recours à la force quand il s'agit d'un enfant. Lorsqu'on interpelle un enfant dans le cadre d'une procédure pénale, il ne doit pas y avoir de recours à la force. Je sais que dans notre société, on s'est beaucoup habitué et limite, on normalise en fait ça, mais la loi dit le contraire. Et comme on est censé être une société normale, une société civilisée, on respecte la loi.
Qui plus est, quand il s'agit des plus faibles d'entre nous, parmi les plus faibles, en tout cas les plus vulnérables d'entre nous, des enfants, même si on leur reproche d'être en conflit avec la loi. Je rappelle d'ailleurs que on leur reproche d'être en conflit avec la loi, mais c'est une présomption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas acté qu'ils sont en conflit avec la loi, puisqu'on est encore à l'étape de l'enquête préliminaire. Donc ça veut dire qu'il y a la présomption d'innocence encore. Qui plus est, étant donné qu'il s'agit de mineurs. Donc, l'utilisation des armes. Eh bien, pareil, l'utilisation des armes à feu contre l'enfant est interdite. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Naturellement, il peut y avoir des exceptions, sauf en cas de légitime défense, de force majeure ou, une fois de plus, de nécessité absolue. Nous ferons en tout cas avec Souriana un commentaire sur ce sujet-là tout à l'heure. Donc, il est rappelé ensuite qu'en cas d'usage exceptionnel de la force, en cas d'usage exceptionnel de la force, les agents doivent s'efforcer, 1, de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, préserver sa vie. Et là, je pense à toutes les situations dans l'actualité, il n'y a pas très longtemps en plus, où on a vu des mineurs impliqués justement dans des interpellations pour lesquelles on a eu recours à la force et c'est allé jusqu'à justement que ces mineurs-là perdent la vie. Il y a plein d'affaires là dans l'actualité, il suffit d'aller regarder la presse. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est vraiment un sujet national. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question aujourd'hui de savoir est-ce que ce recours aux armes à feu contre des mineurs était justifié. Parce que là, effectivement, on dit que exceptionnellement, quand il y a cet usage-là, les forces, les agents doivent s'efforcer de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique, de préserver la vie du mineur, de veiller à ce que le mineur reçoive des soins médicaux très rapidement, et avertir très rapidement aussi la famille ou les travailleurs sociaux. Et ensuite, dresser un rapport détaillé. Voilà, ça c'est un sujet très important. S'il y a éventuellement des membres des familles, des mineurs qui ont été impliqués dernièrement dans des interpellations où il y a eu des drames, est-ce que vous avez reçu un rapport détaillé de la procédure d'intervention et des motifs qui ont justifié l'utilisation des armes? Parce que je tiens à rappeler que c'est interdit d'avoir recours à la force. Pareil, c'est interdit d'utiliser les armes quand il s'agit quand il s'agit de mineurs. Donc, ils doivent dresser bien sûr un rapport détaillé de la procédure d'intervention et les motifs ayant justifié l'utilisation des armes. Il est interdit, ça c'est un autre sujet très important aussi, il est interdit aux agents de divulguer les informations qu'ils détiennent sur l'enfant. Et j'insiste vraiment sur ce sujet, il est interdit aux agents de divulguer les informations qu'ils détiennent sur l'enfant dans le cadre de l'enquête préliminaire. Il est interdit. Pourquoi je parle de ça? Et je ne fais pas de reproches aux personnes qui m'ont éventuellement partagé des documents dans ce sens, etc. Je vais juste rappeler un principe. Si une ordonnance d'un juge d'instruction, un procès verbal de garde à vue, je ne sais pas moi quel autre document en lien, que ce soit avec l'enquête préliminaire ou l'instruction, se retrouve dans des WhatsApp à être partagé en disant « Ah, mais tu vois, voilà, par rapport à cette situation, comme si… » C'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal, parce que c'est interdit par la loi. Et je ne mets pas en cause ici les personnes qui ont reçu ça et qui se sont évidemment ensuite repartagé ces documents, mais je tiens à rappeler aux agents, c'est la loi qui le dit, hein, la responsabilité du coup des agents par rapport à ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus tolérer, au nom, je ne sais pas moi, du sensationnel ou de je ne sais pas trop quoi, que des informations en lien avec des enquêtes préliminaires, des instructions impliquant des mineurs, soient divulguées, etc. On l'a vu dans beaucoup d'affaires, je ne vais pas citer des affaires ici parce que je n'ai pas envie non plus
de rappeler des mauvais souvenirs aux membres des familles qui peuvent éventuellement passer ici, mais je pense à beaucoup d'affaires où justement on a vu ça. Et c'est ce qui est terrible aussi, c'est que je pense que on a un sujet par rapport au fonctionnement de la presse aussi dans notre pays, parce que la presse doit jouer un rôle d'informer et donc d'encadrer justement les, les, la façon dont les informations arrivent aux gens, parce que les gens, les messieurs et dames de la presse sont, comment dire ça, sont tenus au respect d'un certain nombre de règles déontologiques, donc ils vont faire attention justement à la façon dont ils reçoivent des informations et à la façon dont ils les traitent, à la façon dont ils les traitent et à la façon dont ces informations sont portées à la connaissance du public. Et donc, vous voyez, quand on sort de ce cadre-là, et que, je sais pas moi, des agents, j'imagine, se mettent à partager des informations à gauche et à droite pour alimenter, je sais pas moi, le débat public ou X ou Y chose, bah, on est en contradiction avec les règles prévues par la loi, tout simplement. Surtout qu'effectivement, en ce qui concerne l'instruction, merci de le rappeler, Souriana, il y a un principe, un grand principe qu'on appelle le secret de l'instruction. Et là, pour le coup, par rapport à l'enquête préliminaire, ce principe est encore rappelé aux agents en disant qu'il est interdit aux agents, c'est le code de l'enfant qui le prévoit, qu'il est interdit aux agents de divulguer les informations qu'ils détiennent sur l'enfant. Alors, notre cher procureur de la République des enfants, comme acteur de la justice pénale des mineurs au Gabon, qu'est-ce qu'il fait? Vraiment de manière résumée, hein. Je vous invite vraiment à aller lire à partir des articles 106 et suivants du Code de l'enfant si vous voulez avoir des détails, mais j'ai retenu ce qui me semble être les règles élémentaires que tout le monde devrait connaître. Donc, en ce qui concerne le procureur de la République, toujours dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est lui qui va donner naturellement suite à l'enquête préliminaire contre l'enfant. Pour les enfants âgés entre 13 et 15 ans, il doit procéder à ce qu'on appelle une médiation en proposant des mesures autres que la prison. Donc les mesures en question, ça peut être la restitution des biens, l'indemnisation de la victime, ça peut être des travaux d'intérêt général, ça peut être des excuses verbales ou écrites. Et pour les enfants de plus de 15 ans, cette procédure n'est pas obligatoire. Voilà, elle est facultative. Mais en tout cas, pour les enfants entre 13 et 15 ans, le procureur est obligé de proposer une médiation. Donc, un règlement amiable de la situation, en tout cas, des mesures autres que la prison. Ensuite, on arrive à l'instruction. Donc, l'instruction, comme je disais tantôt, c'est une enquête approfondie qui est faite par un juge. En l'occurrence, le juge d'instruction. Bon, déjà, le juge d'instruction, quel est son travail? Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, le juge d'instruction des enfants, il est saisi par le procureur des enfants, naturellement. Ensuite, une fois qu'il est saisi, le juge informe l'enfant de ce qu'on lui reproche en présence de sa famille ou de son avocat. Et si l'enfant n'a pas d'avocat, eh bien, le juge d'instruction doit lui commettre un avocat d'office. Ça, c'est ce que la loi prévoit. Je me doute bien que dans le concret, il doit y avoir un sujet par rapport à ça, mais en tout cas, on rappelle d'abord ce que la loi dit. Durant l'instruction, donc durant cette enquête approfondie-là, le juge peut recueillir des renseignements sur la personnalité de l'enfant, auditionner les familles ou toute autre personne, prendre toute mesure provisoire en faveur de l'enfant, par exemple placer l'enfant, et décerner tout mandat utile, ce qu'on appelle les mandats de justice, c'est-à-dire mandat de dépôt, mandat d'amener, etc. Maintenant, ce qu'il est important de savoir aussi, ça c'est un sujet dont je parle beaucoup, c'est le sujet de la détention préventive. Alors la détention préventive, j'ai déjà expliqué que c'est quand on place quelqu'un. Alors quelqu'un est impliqué dans une enquête pénale. Bien sûr, la personne bénéficie encore de la présomption d'innocence, mais on peut, pour un tas de raisons qui sont prévues par le Code de procédure pénale, placer la personne en détention en attendant le jugement. Par exemple, pour éviter que peut-être la personne est en danger, peut-être le fait que la personne reste dehors, ça peut constituer des troubles dans la ville, machin. Peut-être la personne peut aller s'entendre avec des complices pour dissimuler des preuves, pour changer la version, en tout cas pour faire obstruction au fonctionnement de la justice. Mais à partir de ce moment, pour toutes ces raisons-là, la personne peut s'enfuir, etc. Eh bien, on peut aller placer la personne en détention préventive.
Inutile de rappeler ici, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, que il peut arriver, malheureusement, qu'on place des gens en détention préventive pour des raisons qui ne me semblent pas forcément justifiées. Il peut arriver qu'on place des gens en détention. Ça, c'est concrètement ce qui se passe au Gabon, hein, parce qu'on se rend compte que le recours à la détention préventive est devenu excessif, alors que le recours à la détention préventive doit être exceptionnel. Maintenant, c'est devenu excessif. Donc, je tenais quand même à souligner ce sujet-là quand même, de la détention préventive dont je parle beaucoup, mais j'en profite quand même toujours pour sensibiliser les gens en disant que très concrètement, les 2 tiers des personnes qui sont dans les prisons gabonaises sont en détention préventive. Donc, c'est vraiment c'est un vrai sujet, la question de la détention préventive au Gabon. Pour en revenir aux enfants, durant l'instruction, naturellement, l'enfant peut être emprisonné dans l'attente de son jugement, dans les conditions prévues par la loi, comme je viens d'indiquer. Donc, pour les délits, la durée de la détention préventive, c'est 5 mois. Elle ne peut être prolongée qu'une seule fois pour 3 mois. Ce qui nous fait 8 mois, ouais, ce qui nous fait 8 mois de durée totale de détention préventive, de durée maximale en tout cas de la détention préventive pour les mineurs. Alors que pour les majeurs, en cas de délit par exemple, la détention préventive c'est 18 mois maximum. Maintenant en matière de crime, la détention préventive c'est 8 mois. On ne peut la prolonger qu'une fois pour 6 mois supplémentaires. Contrairement aux majeurs, pour les majeurs, c'est 24 mois durée maximale. Alors, dans les 2 cas, donc que ce soit en matière de délit ou en matière de crime, l'enfant est mis d'office en liberté provisoire à la fin de cette durée par acte du procureur des enfants. Alors, ce détail est quand même important. Pourquoi? Le sujet de la mise en liberté provisoire d'office. Même si le principe, c'est la liberté et l'exception, c'est la détention. Donc, la liberté provisoire, c'est quand même une formulation curieuse. Mais enfin, je ne veux pas revenir sur ce débat-là. Je pense que on a suffisamment assisté pour ceux qui suivent l'actualité, à un débat houleux entre l'avocat de certains et un procureur sur cette question. Mais enfin, bref. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que je parle de la mise d'office en liberté provisoire? Parce que ce qu'on constate aussi dans les prisons gabonaises, hein, malheureusement, c'est que il peut arriver que quelqu'un arrive à la fin justement de la durée légale maximum d'une détention préventive et que la personne continue à rester en détention. On a des histoires, et c'est pas exceptionnel, hein, on a des affaires où des gens sont restés en détention préventive pour une affaire délictuelle pendant 10 ans. Si vous allez regarder par exemple Gabon Media Time, en mai dernier, on a un jeune compatriote qui était entré en détention préventive. Alors pour le coup, il était majeur. Il est entré en détention préventive à 20 ans, il en est ressorti 10 ans plus tard, à 30 ans, en mai 2025. Et ça, c'est un vrai sujet dans le fonctionnement des prisons gabonaises. Et donc, j'insiste sur cette question de la mise d'office en liberté provisoire une fois que le délai maximum, une fois qu'on arrive à la fin de la durée maximum de la détention préventive, pour les mineurs, bien sûr, mais aussi pour les majeurs, c'est un vrai sujet. Je n'ai pas les chiffres, j'ai pas encore mis la main sur des affaires impliquant des mineurs où ils sont restés en détention préventive au-delà de la durée maximum prévue par la loi. J'espère en tout cas que ce n'est jamais arrivé. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une telle chose dans le contexte gabonais. Donc, le juge d'instruction, il informe les parents ou autres représentants légaux du mineur de son placement en détention préventive dans les plus brefs délais, naturellement. Enfin, j'espère que c'est fait aussi, parce que bon, ça c'est un autre sujet. L'enfant ou ses parents peuvent demander sa mise en liberté provisoire à tout moment. Ça, c'est une information importante, savoir que dès le premier jour où vous êtes placé en détention préventive, vous pouvez demander votre mise en liberté provisoire. Et d'ailleurs, dans les commentaires qu'on va faire, il y a le sujet de la séparation entre le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention. Je sais qu'il y a une loi qui était en examen il y a quelque temps sur cette question, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la procédure pénale au Gabon, le juge d'instruction, c'est lui qui instruit et c'est lui qui décide aussi de si on vous place en détention préventive ou pas.
Ailleurs, en France, par exemple, dans le système dont on s'inspire, eh bien, on a séparé parce que ça fait un peu comme si vous étiez juge et partie à la fois. Donc, on a séparé ces deux fonctions-là. Il y a un juge d'instruction qui instruit. Et il y a un juge de liberté et de la détention qui décide effectivement qui apprécie si quelqu'un peut être placé en détention préventive ou pas. Au Gabon, c'est pas encore le cas. Je sais qu'il y a une volonté de réforme, en tout cas, me semble-t-il, sur cette question, parce je pense que c'est un projet de loi, ça peut pas être une proposition de loi, hein. J'ai pas encore vu beaucoup de propositions de loi dans notre pays, mais je ne sais pas où ils en sont de l'étude de ce projet de loi. Je ne sais pas où ils en sont. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est important quand même de préciser ça. C'est encore le juge d'instruction au Gabon qui décide à la fois, qui instruit et qui décide aussi du placement en détention préventive. Donc, voilà, ça c'est un sujet aussi, un petit commentaire que je me permets de faire, mais bon, on reviendra dessus un peu plus tard dans le live. Donc, l'enfant ou ses parents peuvent demander sa mise en liberté provisoire à tout moment, hein, ce qui est normal, à condition d'offrir des garanties de représentation en justice ou de changement du comportement reproché. Donc, ne soyez pas choqués, parce que ça, c'est un autre élément aussi. Ne soyez pas choqués, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent souvent, oui, mais il y a des parents qui sont allés au cabinet d'instruction, sont allés voir le juge d'instruction pour parler avec lui. C'est totalement normal, en fait, dans le cadre de la procédure. Surtout quand ça implique des mineurs. Quand ça concerne des mineurs. C'est normal que le juge d'instruction échange avec les parents par rapport aux mesures qui peuvent être appropriées pour les mineurs. Je tiens à rappeler que le but de la procédure pénale pour le mineur, c'est pas punir pour punir. Le but, c'est le redresser sur le plan éducatif, c'est sur le plan moral et éviter la récidive. Donc, s'il y a une mesure en concertation avec les parents et surtout conforme à la loi, bien sûr, qui va dans ce sens-là, bah, c'est normal que le juge d'instruction consulte les parents. Et je dis ça d'autant plus que j'ai vu une émission où une représentante de la justice, une magistrate, je me permets de faire ce commentaire-là quand même parce que je trouvais ça un peu hallucinant, disait que oui, mais quand le juge d'instruction veut faire son travail, il y a les parents qui viennent le voir, mais enfin, je pense que les parents, ils échangent avec en tout cas, il me semble, hein, les parents, ils échangent avec le juge d'instruction conformément à ce que le code de procédure pénale prévoit et aussi le code de l'enfant. Il y a pas de, je veux dire, il y a pas de problème dans le fait que les parents puissent échanger avec le juge d'instruction. Et de toutes les façons, si les parents ont des demandes qui vont à l'encontre de ce que la loi prévoit, bah, c'est au juge d'instruction de rappeler que la loi prévoit qu'on peut parler, qu'on peut échanger, qu'on peut voir ce qui est intéressant pour l'enfant, mais il y a quand même un cadre qui est fixé et de toutes les façons, le juge d'instruction, c'est lui qui représente la loi, donc c'est à lui de rappeler les gens. Alors, ça me surprendrait que des parents, avec tout le courage du monde, aillent voir des juges d'instruction pour tenter de faire X ou Y chose qui est contraire à la loi. J'ai trouvé ça quand même très curieux comme propos. À la fin de son instruction, le juge a trois possibilités. Donc, soit il rend une ordonnance de non-lieu, savoir que le juge d'instruction, il rend toujours ce qu'on appelle des ordonnances, puisque c'est un juge seul, un juge unique. Donc, les décisions qu'il rend, on appelle ça des ordonnances. Donc, soit il va rendre ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune charge suffisante contre l'enfant. Donc, il n'y a rien à voir, hein, circuler, ordonnance de non-lieu. Soit il va rendre ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants. Rappelez-vous, juge des enfants, c'est quand on est en matière de délit. Donc, ça veut dire que le juge va dire, bon, on a terminé l'enquête à charge et à décharge. Il y a suffisamment d'éléments pour que la personne en question l'enfant en question soit jugé. Donc, on est en matière de délit, on va le renvoyer, donc ordonnance de renvoi, on le renvoie devant le juge des enfants pour que le juge des enfants tranche. D'ailleurs, le juge des enfants aussi, c'est un juge unique, me semble. Il siège seul. Mais la décision qu'il rend est appelée jugement. Avec des pincettes, à revérifier la loi, mais me semble-t-il, c'est ce que j'ai bien vu. Si les faits constituent un délit, donc comme je disais, effectivement, ou une contravention, on renvoie l'enfant devant le juge des enfants. Ensuite, si les faits constituent un crime, eh bien, le juge d'instruction, il va renvoyer l'enfant
devant le tribunal pour enfants. Il rend donc une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants. Vous voyez, c'est très important quand même de suivre depuis le début comment la procédure a commencé pour qu'on en arrive à ce que le juge d'instruction rende ces décisions-là. Vous voyez que le juge d'instruction, c'est pas lui qui décide de si la personne est condamnée ou pas. Non, il fait une enquête approfondie, plus poussée. Et une fois qu'il a terminé cette enquête-là, eh bien, avec tous les éléments qu'il a, il décide si on renvoie la personne devant un autre acteur du coup de la justice pénale, donc les juges du siège, pour que eux ils tranchent de si la personne doit subir des sanctions pénales ou pas. Vous voyez bien que les rôles sont séparés, sont distingués. Donc la dernière phase dans la procédure pénale des enfants, c'est la phase de jugement. Donc la phase de jugement, on va commencer naturellement par l'audience. Alors, les audiences des juridictions pour enfants se tiennent à huis clos, donc elles ne sont pas publiques. Contrairement au principe qui veut que les audiences soient publiques. Mais pour les enfants, ce n'est pas public. Le président de la juridiction peut également ordonner toute mesure nécessaire à la manifestation de la vérité. Pour rendre sa décision, ça c'est très important, pour rendre sa décision, la juridiction est principalement guidée par deux choses. 1. La minorité de l'enfant. 2. Les conditions spécifiques dans lesquelles l'enfant a évolué. Ça, c'est quand même très important parce que je rappelle que l'idée, la philosophie, en tout cas derrière la justice pénale des mineurs, c'est 1. Le redresser sur le plan moral et éducatif. 2. Éviter la récidive. Donc, ça se comprend. C'est logique que le juge, il ait deux éléments phares, au-delà de la loi, bien sûr. En tout cas, c'est la loi qui le lui autorise même d'ailleurs. Pour rendre sa décision, c'est 1. Les conditions dans lesquelles l'enfant a grandi et prendre en considération la minorité de la personne qui est devant lui, donc l'enfant. En ce qui concerne la peine, donc en matière de délit, si l'enfant est déclaré coupable, il encourt la moitié de la peine prévue par la loi. Naturellement, pour les enfants, règle à situation spéciale, règle spéciale. Donc, l'enfant, il va encourir la moitié de la peine qui est prévue par la loi, contrairement au majeur. Et le juge peut d'ailleurs prononcer une mesure de remplacement de la peine prévue, en confiant l'enfant à une institution d'accueil, en le soumettant à une obligation de contrôle médical ou psychologique, une amende, etc. Donc, vous voyez, là, toujours par rapport à la spécificité du mineur, même si en matière pénale, il est dit que le mineur encourt la moitié de la peine qui est prévue par la loi, donc par le code pénal, mais le juge peut quand même décider, comme on a dit tantôt, le juge il se base sur la minorité et sur la condition spécifique de l'enfant, les conditions spécifiques dans lesquelles l'enfant a évolué. Donc il peut quand même décider de ne pas appliquer du coup la moitié de la peine qui est prévue par la loi là et de remplacer cette peine-là, cette peine qui est prévue, par autre chose. Il peut décider de confier l'enfant à une institution d'accueil, de le soumettre à une obligation de contrôle médical ou psychologique, une amende, etc. Bien sûr, toujours préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Maintenant, en matière de crime, l'enfant, l'enfant encourt 20 ans de réclusion criminelle à temps, si le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, il y a une petite différence à faire justement, enfin il y a une différence fondamentale même d'ailleurs à faire entre la réclusion criminelle à temps et la réclusion criminelle à perpétuité. La réclusion criminelle, d'abord à la base, c'est la sanction pénale qu'on va appliquer quand il s'agit d'un crime. On appelle ça la réclusion criminelle. Maintenant, la réclusion criminelle, elle peut être à temps, c'est-à-dire avec une durée déterminée, une durée préétablie. Ça peut être, c'est à partir de 10 ans en tout cas, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et après, il y a la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire que à ce moment-là, la durée est illimitée. En tout cas, pour parler trivialement, on peut parler de prison à vie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc on précise que si l'enfant encourt 20 ans de réclusion criminelle à temps, si l'enfant encourt la réclusion criminelle à perpétuité, eh bien, l'enfant va réellement, ce à quoi on va réellement condamner l'enfant, c'est une peine, on va dire, moins importante finalement, même en matière de crime.
ça va être la réclusion criminelle à temps. Parce que la réclusion criminelle à temps, eh bien, c'est moins lourd, entre guillemets, que la réclusion criminelle à perpétuité. Si le crime est puni de la réclusion criminelle à temps, l'enfant encourt 10 ans de réclusion criminelle simple. Ce qu'il faut comprendre en somme, c'est que l'enfant, il encourt des peines criminelles qui sont moins infamantes par rapport à celles qu'il aurait pu encourir pour les mêmes faits s'il était adulte. En tout cas, des peines criminelles moins importantes par rapport à celles qu'il aurait pu encourir pour les mêmes faits s'il avait été adulte. Dans tous les cas, que ce soit en matière de délit ou en matière de crime, l'enfant doit être suivi par un travailleur social spécialisé. D'ailleurs, je me demande où sont les travailleurs sociaux spécialisés. Est-ce qu'il y en a réellement? Enfin, je sais qu'il y a des travailleurs sociaux dans les lycées, collèges, etc. Mais est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux spécialisés pour accompagner des enfants en conflit avec la loi? Est-ce que ça existe réellement? Je sais que dans le Code de l'enfant, on prévoit que au sein du ministère des Affaires sociales, il doit y avoir une direction spéciale de l'administration des enfants en difficulté ou des enfants en situation vulnérable. C'est prévu en tout cas dans le Code de l'enfant. Bon. Dans tous les cas, l'enfant doit être suivi par un travailleur social spécialisé pendant et après l'exécution de la peine pour, naturellement, éviter la récidive. Donc, pendant et après l'exécution de la peine ou de la mesure de remplacement de la peine. La publication du compte-rendu des débats des juridictions pour enfants, tout commentaire ou illustration concernant l'identité et la personnalité de l'enfant condamné sont interdits. Donc, un autre rappel aux agents, aux personnes qui sont impliquées aux différents acteurs de la procédure pénale des enfants, que toutes les informations concernant le déroulement d'une procédure pénale impliquant un enfant ne doivent absolument pas être divulguées. Donc voilà, la source de toutes les informations que je viens de vous donner, c'est naturellement le Code de l'enfant, qui est une loi organique qui date de février 2019, que vous pouvez retrouver sur le site du journal officiel spécial numéro bis du 4 mars 2019, et aussi les articles 374 et 375 du Code de procédure pénale. Les principales règles, à mon sens en tout cas, les principales règles de la justice pénale des mineurs au Gabon méritent d'être connues, méritent d'être vulgarisées. Pourquoi? Parce que il faut qu'on en exige la stricte application, surtout que ce qu'on peut constater au Gabon, c'est que la délinquance, la criminalité chez les mineurs est croissante. On n'arrive pas à résorber ce phénomène-là malgré ce qui est prévu dans la loi. Ça veut donc dire qu'il y a un sujet en termes d'application déjà de ce qui est prévu dans la loi et en termes de politique publique mise en œuvre. Enfin, je ne sais même pas s'il faut parler de mise en œuvre, mais même de politique publique conçue, ne serait-ce que conçue pour venir à bout justement de ces sujets-là. Raison de plus pour connaître les règles qui encadrent le fonctionnement de la justice pénale des mineurs chez nous. Et donc, c'est important de connaître ces règles-là pour ces raisons-là, mais aussi parce que le but de ces règles, c'est de protéger quand même les plus vulnérables d'entre nous, les enfants. Et n'oublions pas, comme je n'ai pas cessé de le rappeler depuis le début, n'oublions pas que le but de la prison, ce n'est pas d'en faire des monstres, mais des êtres meilleurs et réintégrables parmi nous. Donc, merci en tout cas de m'avoir suivi. On va écouter Souriana. Bonsoir, chers confrères. Merci pour cet exposé exhaustif sur la justice pénale des mineurs au Gabon. Donc, moi, mon but ici, c'est d'apporter quelques éléments, de droit comparé avec notamment la France. Donc, comme à l'école, moi, je vais commencer par définir les mots-clés de notre sujet. Donc, on a la justice pénale des mineurs. Donc, qui est le mineur? En France, l'article 388 du Code civil prévoit que le mineur, c'est l'individu qui n'a pas atteint 18 ans. Donc, on peut très bien comprendre que d'un pays à un autre, en fait, la minorité n'est pas la même. Et j'ai cru entendre dans ton propos que au Gabon, il y avait la minorité, on va dire pénale, c'est ça, et civile.
civil 21 ans et pénal 18 ans. Bon, donc en France, on fait pas cette distinction. Voilà, le mineur, c'est celui qui est âgé de moins de 18 ans. Donc en ce qui concerne la justice pénale, on va dire que c'est une fonction régalienne. Donc la justice déjà à la base c'est une fonction régalienne de l'État et la justice pénale particulièrement, elle a pour objectif de protéger les intérêts de la société, ses valeurs, c'est-à-dire protéger le vivre ensemble, rechercher les auteurs notamment en recherchant notamment les auteurs des infractions, en indemnisant les victimes. On comprend que c'est pas bien sûr l'État qui aura vocation, on va dire, à indemniser les victimes, mais plutôt les auteurs de ces infractions-là. Donc, pourquoi parler de la justice pénale des mineurs aujourd'hui? On va dire que c'est un sujet d'actualité, actualité notamment au Gabon, avec toutes les infractions qu'on a pu constater commises, on va dire, par les mineurs, qui sont bien sûr à ce stade de la procédure présumés innocents parce qu'ils n'ont pas encore été jugés définitivement. Donc, c'est un sujet d'actualité. Qui dit actualité, ça dit que ça intéresse un grand nombre. Et on peut aussi voir un autre intérêt de parler de la justice pénale des mineurs. Pourquoi? Parce qu'on remarque justement que ce soit en France ou alors au Gabon, de ce que j'ai pu remarquer avec ton exposé, c'est que il y a des règles spéciales pour le jugement des mineurs qui sont soupçonnés d'avoir commis des infractions. Donc il y a des règles spéciales. En France, la justice pénale des mineurs est guidée par deux grands principes directeurs, hein, au-delà des principes déjà, on va dire, généraux de la justice pénale. Donc, je pense à l'article préliminaire du Code de procédure pénale en France qui prévoit, par exemple, tout ce qui est principe du contradictoire, l'assistance de l'avocat, etc. On a aussi en matière de justice pénale des mineurs, deux principes qui viennent s'ajouter à tous ces principes, on va dire déjà généraux, qui guident la procédure pénale et le droit pénal. Ces deux principes en France, et j'ai aussi pu le remarquer, c'est également la même chose au Gabon, c'est la primauté de l'éducation. Donc le premier principe, la primauté de l'éducation sur la répression. J'ai pu constater justement dans ton exposé, que le législateur gabonais avait, on va dire, objectif premier en ce qui concerne les mineurs, comme le législateur français. Son objectif premier, c'était justement d'éduquer les enfants, les mineurs, ou encore de les rééduquer, en tout cas de participer à leur éducation. Pourquoi cet intérêt? Pourquoi cet objectif particulier? Parce qu'on va dire que le mineur, c'est l'adulte de demain. Donc, qui dit mineur éduqué dit un bon adulte pour demain et dit bien sûr le bien-être, favorise plutôt le bien-être de la société. C'est comme ça que moi je perçois en fait cet objectif premier là d'éduquer le mineur et non pas de le punir. Donc ça, c'est le premier principe directeur de la justice pénale des mineurs en France. Le deuxième principe que l'on retrouve également aussi au Gabon, c'est l'atténuation de la responsabilité. Ce qu'on peut voir notamment avec les peines encourues par les mineurs qui sont beaucoup moindres que celles des adultes. Tu l'as rappelé, et le principe aussi est le même ici en France. Donc pour citer, parce que jusque là j'ai pas cité des références, en France c'est le code de la justice pénale des mineurs. Donc on a les articles L11-3 qui prévoit justement la primauté de l'éducation sur la répression. Je vais lire l'article, si vous me permettez, qui dispose que les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, des peines. Donc, en principe, ce sont les mesures éducatives, donc qui vont dans le sens, qui concourent justement à, comment dirais-je, à atteindre l'objectif premier qui est l'éducation. Et exceptionnellement, en deuxième lieu, on va recourir, parce que le législateur il a employé le verbe exiger. Donc, si seulement les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, à ce moment-là, le mineur ne va plus encourir des mesures éducatives, mais plutôt des sanctions pénales. Et il faut savoir que en France, du coup, seul le mineur capable de discernement est pénalement responsable. Autrement dit, si le mineur n'est pas capable de discernement, s'il n'est pas conscient, en fait, pour parler en
en français, on va dire courant, s'il n'est pas conscient de ses actes. Comment? Est-ce que tu peux revenir avec plus de détails peut-être sur la notion de discernement du mineur? Rapidement, hein, mais juste, c'est important justement que ceux qui nous écoutent comprennent en fait la question du Oui, discernement. c'est pour ça que je disais, j'expliquais justement ce qu'on va entendre par discernement, c'est le fait d'être conscient de ses actes, le fait de vouloir ses actes, le fait de vouloir ses actes et aussi d'être conscient en fait de la portée des actes. Donc, il ne suffira pas, vous êtes d'accord avec moi, qu'un enfant peut par exemple jouer avec un serpent, mais il ne sait pas exactement la dangerosité du serpent. C'est pour ça, en revanche, un adulte ne va pas s'amuser, un adulte conscient encore entre guillemets, parce que, bon, enfin, l'exemple n'est pas très pertinent dans le sens où je parle pas des infractions même, mais j'essaye d'expliquer avec cet exemple-là en disant, bah, un enfant par exemple, ça peut jouer avec un serpent, mais moi qui suis adulte, qui suis consciente de la dangerosité du serpent, je vais jamais me permettre de jouer avec. Bon, quand bien même il y a des adultes qui se permettront de le faire. Donc en fait, quand le législateur français dit que seul le mineur capable de discernement est pénalement responsable, c'est-à-dire le mineur qui est conscient de ses actes, le mineur qui connaît la portée en fait de ses actes, donc les conséquences des actes qu'il pose, et bien sûr si ces actes constituent des infractions au sens du code pénal français, comme par exemple le vol qui est défini par l'article 311-1 du code pénal comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc un mineur qui va s'introduire dans un magasin et soustraire volontairement comme ça, par exemple des gâteaux, des biscuits, parce que ça c'est très courant en France par exemple, c'est très courant, des jeunes filles, des mineurs qui rentrent chez Sephora, qui se mettent comme ça à soustraire des parfums et autres, du maquillage, ça constitue bel et bien des infractions. Maintenant, la question se pose de savoir si elles sont conscientes de leurs actes, si elles sont conscientes de la portée de leurs actes. Le législateur nous dit, elles ne peuvent répondre de leur responsabilité pénale que si elles sont conscientes. Par la suite, dans le texte, on voit que le législateur prévoit une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et une présomption de discernement pour les mineurs de plus de 13 ans. Ça, c'est bien le législateur français. Le législateur gabonais. Oui, le législateur français. Moi, je parle petite précision, moi, je parle uniquement du droit français parce que le droit gabonais, je ne m'y connais pas. D'accord, je peux lire et puis là par exemple par rapport au sujet, j'ai pu lire justement ce que maître Yeba avait publié hier, je crois, si je me trompe pas, à propos de la justice pénale des mineurs au Gabon. Donc du coup, ça m'a permis justement de pouvoir apporter ces éléments de droit comparé. Donc le législateur français. C'est important justement d'intervenir justement par rapport à ce que dit le législateur français parce que il n'y a pas beaucoup de doutes, on en discutait, que le législateur gabonais, enfin celui qui fait la loi au Gabon, s'est inspiré de comment ça fonctionne en France. Mais énormément. Voilà. Maintenant, tu vas souligner en quoi, enfin, l'intérêt de ton intervention, justement, c'est non seulement montrer que on s'est inspiré, mais en quoi il y a un décalage entre ce qu'on a décidé de faire et le modèle dont on s'est inspiré, et surtout en quoi c'est problématique aussi dans une certaine mesure. Je te laisse poursuivre. Ok, donc je vais poursuivre mon propos et puis revenir sur tes préoccupations, on va dire. Du coup, le législateur français a prévu une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et une présomption de discernement pour les mineurs de plus de 13 ans. Mais il faut savoir que ces présomptions sont des présomptions simples, c'est-à-dire qu'elles acceptent la preuve contraire. Donc, on va quand même pouvoir prouver que un mineur de moins de 13 ans était conscient de ses actes, ou encore, on va pouvoir prouver que un mineur de plus de 13 ans n'était pas conscient de ses actes. Donc, il n'a pas voulu, etc. Voilà. Il n'est pas conscient en d'autres termes, quoi. Du coup, il faut savoir que toutes ces règles spéciales, le principe en droit de manière générale, c'est que le spécial déroge au général. Donc, ces règles vont automatiquement s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'un mineur. On ne pourra pas appliquer aux mineurs les règles du Code de procédure pénale qui constituent le droit commun, alors même qu'il y a des règles spéciales pour les mineurs dans le Code de justice pénale des mineurs. Et en ce qui concerne, donc du coup, ça j'avais relevé pendant que tu parlais, je me suis dit, tiens, ce sont des petits éléments de droit comparé comme ça. En ce qui concerne les mesures privatives de liberté, au stade même de l'enquête, donc le législateur français a prévu
la retenue pour les mineurs entre 10 et 13 ans. On appelle ça retenue. Ils ne peuvent pas faire l'objet ici d'une garde à vue. C'est D'accord. plutôt la retenue. Donc, ils sont retenus dans les locaux de la police ou encore de la gendarmerie et ça ne peut pas excéder 12 heures. C'est renouvelable une fois. Et après, on revient un peu au principe de manière générale. Il faut savoir que en France, l'autorité judiciaire est gardienne des libertés fondamentales. C'est l'article 66 de la Constitution, qui est de la Constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit cela. Donc, quand on va retenir un mineur, en quelque sorte, même pas en quelque sorte, le priver de sa liberté d'aller et venir, on se doit de prévenir l'autorité judiciaire, gardienne des libertés, j'insiste là-dessus, gardienne des libertés fondamentales. Donc, qui est l'autorité judiciaire ici? Quand bien même c'est discuté, le procureur, donc le magistrat du parquet. Pourquoi je dis quand bien même c'est discuté? Parce qu'il y a encore il y a encore aujourd'hui encore ce débat, il y a encore ce débat sur le fait de savoir si le procureur, donc enfin les magistrats du parquet sont des autorités, constituent une autorité judiciaire au sens de l'article 66 et au sens de l'article 6 de la CEDH. Il y a encore ce débat là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Et on sait qu'une autorité judiciaire doit être complètement indépendante. Donc, il y a ce petit débat-là, mais pour l'heure, en tout cas, le magistrat du parquet est considéré comme étant une autorité judiciaire, ce qui fait que l'officier de police judiciaire, qui seul a le monopole du placement en garde à vue ou encore de la retenue du mineur, doit automatiquement prévenir le procureur ou encore le juge d'instruction ou encore le JLD, donc le juge des libertés et de la détention. Tout de suite, ils doivent être prévenus, mais le code de la justice des mineurs parle uniquement du procureur. Pourquoi uniquement du procureur? Parce que à ce stade de la procédure, c'est le seul magistrat qui va intervenir. C'est le seul magistrat qu'on va voir à ce stade de la procédure. Donc, on prévient l'autorité judiciaire qui est le procureur, qui va décider soit par exemple de prolonger la retenue du mineur ou pas. Et puis les mineurs d'au moins 13 ans, donc il faut 13 ans et un jour. Par exemple, je suis née le 6 février 1900, je parle de ma date de naissance, pardon. Je suis née le 6 février, donc le mineur est né le 6 février. Pour pouvoir le placer en garde à vue, il faudrait qu'il y ait un jour de plus. Donc, pas avant sa date d'anniversaire, pas avant sa date d'anniversaire. Et s'il doit faire l'objet d'un placement en garde à vue, ce sera 24 heures après sa date d'anniversaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et en ce qui concerne la détention, c'est bon? Oui. En ce qui concerne la détention provisoire, il faut savoir que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas être placés en détention provisoire en France, selon le code de la justice pénale des mineurs. Et même les mineurs de plus de 16 ans. Ça, je le dis parce que dans la pratique, il faut savoir que il y a ce que la loi prévoit, donc la théorie, et il y a la pratique. Moi, j'ai été durant 6 mois, quand j'étais en stage PPI, donc dans le cadre de la formation à l'école des avocats, j'ai été à la chambre de l'instruction. Et à la chambre de l'instruction, je remarquais justement que dans des dossiers où tous les co-auteurs étaient placés en détention provisoire, dès qu'il y avait un qui n'était pas en détention provisoire, c'était automatiquement un mineur. Et même parfois un mineur de plus de 16 ans. Donc, il faut savoir que dans la pratique, certes, la loi prévoit que on peut placer le mineur qui a plus de 16 ans en détention provisoire, mais dans la pratique, ça ne se fera pas. On aura plutôt recours à une mesure, pardon, là je bug un peu, au contrôle judiciaire, parce que je cherche mes mots. On aura plutôt recours à un contrôle judiciaire ou encore à une ARSE, c'est-à-dire à une assignation à résidence sous surveillance électronique. D'accord. Du coup, par rapport à tes préoccupations, donc je ne sais pas si j'ai bien fait le tour là, parce que j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas forcément préparé quelque chose de formel et tout. J'ai plutôt mis des grandes lignes, oui. Non, mais c'est très pertinent ce que tu dis. Enfin, même si tu n'as pas préparé de choses, mais c'est un sujet que tu maîtrises et tu le fais très bien dans tous les cas. Je voulais juste rajouter, du coup, par rapport à toute la présentation que tu fais, notamment concernant la détention provisoire, enfin, détention préventive, détention provisoire, c'est la même chose hein, pour les gens qui nous écoutent. On voit bien dans les mesures alternatives à la détention préventive qu'on applique en France aux mineurs impliqués dans une infraction à la loi pénale que ce sont des mesures qui impactent moins sa liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale, une liberté constitutionnelle. Parce que si tu dis, par exemple, qu'on le place en résidence surveillée ou qu'il fait un contrôle judiciaire, etc., ça veut dire qu'il a quand même sa liberté de mouvement comparativement au Gabon où les gens peuvent, enfin les mineurs
peuvent se retrouver en détention préventive. D'ailleurs, sur ce sujet, j'en profite pour anticiper. En fait, il y a la question de savoir si c'est un mineur à partir de 13 ans. Ça, c'est la question au Gabon, hein, parce que la loi est imprécise sur ce sujet. Est-ce qu'un enfant à partir de 13 ans peut déjà être placé en détention préventive, puisqu'on dit justement que la minorité pénale, c'est entre 13 et 18 ans, mais on ne précise pas sur le sujet de la détention préventive si la personne le mineur qui part en détention préventive, eh bien, c'est à partir d'un certain âge. Par exemple, pour la médiation pénale, ils ont bien dit qu'entre 13 et 15 ans, bah, c'est obligatoire que le procureur propose une médiation pénale, alors que à partir de 15 ans, c'est facultatif. Donc, on a compris, c'est clair. Mais sur le sujet de la détention préventive, par exemple, contrairement en France où on précise que le mineur doit avoir, il me semble, 16 ans, c'est ça? Oui, oui, c'est au moins 16 ans. C'est l'article L 334-5 du CJPM. Voilà. Donc, au moins 16 Mm. ans pour être placé en détention préventive. Je tiens à rappeler que la détention préventive, c'est un acte extrêmement grave, hein. C'est-à-dire que même pour les adultes, enfin, dans les pays sérieux, la détention préventive, c'est vraiment exceptionnel. On y a recours que de manière exceptionnelle. Parce que Bon, le principe, c'est la liberté. Et puis encore, comme on le disait tout à l'heure, c'est que à ce stade de la procédure, la personne est présumée innocente. Donc, en fait, on a des grands principes qui se confrontent. Et mhm, on veut bien sûr, en fait, on a l'avancée de l'enquête, on va dire ça comme ça, et la présomption d'innocence de l'individu qui est, on doit le rappeler. Après, je ne sais pas si c'est la même chose au Gabon. En si, France, si. par exemple, on ne peut placer une personne en détention provisoire qu'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants qu'elle a participé à l'infraction qui lui est reprochée. Donc, on n'est plus au simple stade des soupçons, on est dans les indices. Donc, autrement dit, on a des éléments un peu concrets et ces éléments doivent être soit graves, soit concordants. Quand on a démontré justement que la personne est plus ou moins impliquée dans l'infraction qui lui est reprochée, on doit poursuivre, la détention provisoire doit poursuivre des objectifs bien précis. Article 44, article 144, pardon, du Code de procédure pénale. Français. Donc des objectifs bien précis, comme par exemple quand c'est le cas, lorsqu'il y a plusieurs co-auteurs, on veut éviter justement qu'il y ait une entente entre les co-auteurs. À ce moment-là, on peut recourir au placement en détention provisoire. On veut éviter que leur entente en fait puisse, comment dirais-je, on va dire, enfin enfreindre en quelque sorte l'avancée euh, de de l'enquête. L'administration de la justice, la bonne administration de la justice. Ouais. Oui, mais aussi la manifestation de la vérité surtout. Ok, Oui. ok. Du coup, bon, donc on a ça et c'est pour ça en fait la détention provisoire, elle doit rester l'exception parce que encore une fois, à ce stade de la procédure, la personne est présumée innocente. On n'a pas démontré avec des preuves concrètes, des preuves matérielles que la personne a commis l'infraction qui lui est reprochée. Donc enfin après on voit bien que au Gabon, moi je critique pas le système parce que je me dis peut-être qu'il y a même pas peut-être, je pense qu'il y a défaut des moyens de pouvoir par exemple recourir à un contrôle judiciaire contrairement en France ou encore à une ARSE, à une assignation à résidence sous surveillance électronique. Je pense qu'on n'a pas encore notre justice en tout cas au Gabon ne s'est pas encore dotée de tous ces moyens-là. Pourquoi? Parce que par exemple quelqu'un qui est placé plutôt qui est passé sous contrôle judiciaire et qui aurait justement une obligation de quitter le territoire pourrait facilement, vous êtes d'accord avec moi, se soustraire à cette obligation. Quand on est à OIM, il n'y a pas toujours des contrôles en fait. Et même, reste à savoir s'il est possible pour les agents de notre police judiciaire ou encore de tout ce qui est armée, etc., de pouvoir savoir, en tout cas la police des frontières, de pouvoir savoir que telle personne fait l'objet d'un contrôle judiciaire et dans le contrôle judiciaire, il y a justement l'obligation de ne pas quitter le territoire gabonais. Vous voyez? Donc, moi, je critique pas le système parce que je me dis il n'y a pas suffisamment de moyens pour pouvoir recourir à tout ce qui est contrôle judiciaire, mais n'empêche que le recours automatique à la détention provisoire constitue quand même une atteinte grave à la liberté. Alors, je me permets du coup de critiquer, enfin, de fustiger dans une certaine mesure, d'apporter un petit bémol à ce que tu dis par rapport aux moyens au Gabon. C'est vrai qu'il y a un sujet en termes de moyens, ça je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un sujet en Mhm. termes de moyens. Moi, je sais qu'il y a des détentions préventives parce qu'il y a un défaut d'adressage. Je ne veux pas rappeler des affaires ici qui me reviennent en tête, mais
euh, parce qu'il y a un défaut d'adressage, quelqu'un vit dans un quartier, comme on dit, quartier sous-intégré, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lui envoyer un courrier pour lui dire, est-ce que le juge d'instruction peut lui envoyer un courrier pour lui dire, écoutez, demain matin, je veux vous voir à mon cabinet? Non. Donc, c'est compliqué, et il arrive, et c'est dramatique, il faut le dire, c'est dramatique, que dans notre pays, avec tous les moyens qui devraient exister, on en arrive là. Mais une chose est sûre, c'est que il y a aussi, il y a quelque part aussi un recours excessif qui n'est pas forcément justifié à la détention préventive, là même si on parle seulement des majeurs. Donc, c'est clairement pas uniquement un sujet de moyens, c'est un sujet de rapport à la loi compliqué, je préfère dire ça comme ça, un rapport à la loi compliqué, une philosophie de la justice un peu curieuse aussi dans certaines situations. Je préfère dire ça de manière détournée, voilà, comme ça, parce que c'est pas, on n'est pas là ici pour enfin, faire une critique pour critiquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment pas que parce que, comment dirais-je, il y a un problème de moyens. Et d'ailleurs, même pour répondre précisément à la question tout à l'heure, effectivement, en France, quand on va regarder des commentaires sur des procédures judiciaires en cours, on va toujours entendre que il y a des indices graves, précis et concordants contre lui. Donc, il a été placé en détention préventive. En détention préventive, pardon. On répète tout le temps ça. Grave, précis et concordant. Grave, précis et concordant. Malheureusement, dans la loi gabonaise, dans le code de procédure pénale, la section 6 qui parle de la détention préventive, on ne retrouve pas ça. Article 132, la détention préventive est une mesure exceptionnelle, encore heureux de le rappeler. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves, les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices. Lorsqu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement ou pour garantir la représentation de l'inculpé devant la justice. Point. On ne nous indique pas effectivement qu'il y a un sujet de indice précis, grave et concordant pour justifier le placement en détention préventive de quelqu'un. Donc, effectivement, la loi même déjà, dans une certaine mesure, n'est pas suffisamment cadrée, à mon sens, pour éviter justement ce recours excessif. Et dernier élément, tu vas pouvoir poursuivre, dernier élément qui explique ce problème structurel du recours excessif et problématique, il faut le dire, à la détention préventive au Gabon, c'est qu'il suffit de regarder les chiffres des prisons. Quasiment 7 détenus sur 10 au Gabon, quasiment, hein, ça se joue à une virgule près. Quasiment 7 détenus sur 10 dans les prisons gabonaises à l'échelle nationale sont des détenus préventifs. Donc ça nous donne déjà une idée. Et même d'ailleurs, j'en profite de rappeler ça, puisqu'on parle de la justice pénale des mineurs. Pour les mineurs aussi, on ne nous dit pas à partir de quel âge un mineur peut faire l'objet d'une détention préventive, mais on nous reprécise quand même, et je vais lire ça, j'en profite pour faire ce dernier commentaire parce que on parle de ça, ça va dans le même sens. On nous rappelle quand même que par rapport à la prolongation, dans un premier temps, on dit que la prolongation doit être faite avec l'autorisation, me semble-t-il, du juge d'instruction, enfin je ne me rappelle plus très bien de ce qu'ils disent. Mais là, on va par exemple lire à l'article 161 que la prolongation de la détention préventive visée aux articles 159 et 160 ci-dessus peut être explicite, peut être expresse ou implicite. Déjà, pourquoi une telle formulation, hein? Article 162, la prolongation, là c'est bien par rapport toujours aux mineurs, hein? La prolongation de la détention préventive est expresse. Lorsqu'elle est formalisée par un acte du juge d'instruction des enfants, logique, elle est implicite dans le cas contraire, point. Est-ce que tu as un commentaire éventuellement à faire par rapport à de telles dispositions? Moi, enfin, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on dit exprès, c'est qu'on a quand même un juge d'instruction, donc un magistrat qui intervient pour pouvoir décider de la prolongation de l'acte. J'ai envie de dire, c'est l'autorité judiciaire, gardienne des libertés, qui a décidé. Donc, on part du principe que c'est un magistrat indépendant et impartial qui a décidé, qui a justement examiné le dossier et qui a jugé par rapport aux éléments qu'il y a que il faut encore prolonger pour X, Y raison, bien sûr, respectant les dispositions qui sont prévues par la loi. Mais quand on dit que c'est implicite, il faut rappeler quand même qu'on est en matière pénale. Le droit pénal est un droit attentatoire aux libertés, intrinsèquement, c'est un droit attentatoire aux libertés. Donc on peut pas se permettre de dire
implicite, que la prolongation est implicite. Enfin, pour moi, je trouve que le législateur manque à son obligation de prévoir des lois claires et précises, donc des textes clairs et précis. On est en matière pénale, il y a un principe fondamental de cette matière-là, sauf si je me trompe, mais je pense que c'est la même chose au Gabon, c'est le principe, c'est la légalité des délits et des peines. Le législateur a l'obligation d'adopter des textes clairs et précis afin que le juge ne soit que la bouche de la loi, et ça a un objectif bien précis, c'est limiter l'arbitraire. Donc quand on nous dit que l'acte peut être implicite, et que je vois quand même comment en France le système ça fonctionne, même une simple garde à vue, la prolongation de la garde à vue, en fait on reprend la procédure à zéro. Comme la prolongation de la garde à vue, on reprend la procédure à zéro, comme s'il s'agissait d'un placement en garde à vue. Donc, à nouveau même, la notification des droits doit être faite à la personne qui fait l'objet d'une prolongation de la garde à vue, etc. Et moi, je trouve ça très grave. On est quand même, en tout cas, dans un des actes de la procédure pénale très attentatoire aux libertés, aux libertés, à la liberté notamment d'aller et venir. Moi, je trouve très grave de dire comme ça que la prolongation de cet acte peut être implicite. Autrement dit, la personne, elle est placée en détention provisoire. Elle est placée comme ça en détention provisoire, elle est privée de sa liberté. On ne lui a rien dit. Donc, le fait qu'elle soit là-bas, après le délai, c'est une prolongation implicite. Mais c'est très grave. Enfin, pour moi, et par rapport à ce que j'ai appris à la fac, je trouve ça très, très attentatoire aux libertés fondamentales des individus. Surtout que là, on parle du mineur, on parle de la justice pénale des mineurs. En fait, Oui, la philosophie derrière, tu vois. Et moi, en fait, c'est un texte qui, quelque part, correspond à la façon dont on voit la justice au Gabon. Ce texte-là, pour moi, il correspond clairement au Gabon, en tout cas de ce que je vois dans les pratiques. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des gens, même pour les adultes, il y en a qui vont en détention préventive, et puis on en parle, enfin, il s'agit de la vie quand même des gens, mais on en parle trivialement comme ça en disant, ah, mais lui, on l'a oublié là-bas. En fait, c'est précisément ce qui se passe, et c'est exactement ce que celui qui fait la loi vient consigner dans les textes. Vient valider dans les textes. Et juste, tu vas faire le commentaire, mes petits détails. Tu disais tantôt que un juge d'instruction indépendant, mais tu vois, au Gabon, il y a pas on fait pas la distinction entre le juge d'instruction qui instruit et celui qui décide du placement en détention préventive. Donc, en l'occurrence, il n'est pas tout à fait indépendant puisqu'il est juge et partie en même temps. Je te laisse continuer le commentaire. Bon, après, pour ma part, je ne ferai pas forcément, je n'adresserai pas forcément au système gabonais une critique dans ce sens-là, parce que avant la loi qui a créé, donc la loi laisse-moi me rappeler, c'est la loi du 15 juin 2000, si je me trompe pas, la loi Guigou, qui a créé justement le juge des libertés et de la détention. Avant cette loi, on n'en avait pas en France. Autrement dit, c'était le juge d'instruction. Il faut savoir que les pouvoirs du JLD étaient concentrés dans le juge d'instruction. Le juge d'instruction en France était appelé l'homme fort. Tu vois, parce qu'il détenait justement de nombreux pouvoirs qui ont été répartis au parquet, entre le parquet, donc les magistrats du parquet avec la police judiciaire. Tu verras dans les dossiers, tu verras que l'enquête aujourd'hui est à 95% menée par le tandem police judiciaire et parquet. Il ne reste plus que 5% des dossiers dont les enquêtes sont menées par le juge d'instruction. Donc, on a complètement vidé le juge d'instruction de ses pouvoirs. Et en plus de ça, on lui a retiré une grande prérogative, celle de la détention provisoire. On a transféré à un juge spécial qu'est le JLD. Donc, mais ça, c'est une avancée justement dans le droit français. Et si encore aujourd'hui, sachant que l'on copie tout, on calque plutôt, je ne vais pas dire copier parce que c'est un peu péjoratif, mais on calque tout sur le droit français. Assurément, un jour, on verra un JLD naître au Gabon, dans le droit gabonais. Un JLD qui, du coup, effectivement, on apportera un peu plus d'impartialité de cette manière-là, en donnant justement cette prérogative-là à un autre juge, ce qui éviterait au juge d'instruction, qui, rappelons-le, a l'obligation d'instruire à charge et à décharge. Donc, pour moi, en tout cas, pour moi, il n'est pas incongru qu'un juge d'instruction puisse décider du placement en détention provisoire d'une personne. D'autant que même ici, dans la procédure, il faut savoir que le juge d'instruction va saisir par une ordonnance le JLD qui, à la fin, décide.
Mais quand il décide, quand on va lire, parce que pour avoir été à la chambre de l'instruction, encore une fois, ça m'a bien servi ça, c'est parce que c'était vraiment la pratique. On pourra Mhm. voir justement que dans l'ordonnance de saisine, parfois les éléments, la motivation du juge d'instruction est la même que celle du JLD. Mhm. Pourquoi? Parce que les éléments du dossier, en fait, on a ça dans les éléments, et puis voilà, que j'ai envie de dire, quand on fait correctement son travail, on en vient à ces conclusions-là. D'où la répétition même parfois, pas au mot près, hein, encore une fois, parce que de toute façon, ils ont l'obligation De d'étudier conformité. chaque dossier. Mais voilà, donc on en vient parfois aux mêmes motifs qui sont évoqués pour justifier pour justifier la détention provisoire. Bon, pour moi, en tout cas, il n'est pas incongru qu'un juge d'instruction puisse décider du placement en détention provisoire d'une personne, quand bien même ça reviendrait à peut-être dire qu'il est jugé parti. Mais voilà, c'était son travail en France aussi auparavant, et je pense que on pourrait, quand on fait correctement son travail, on pourrait très bien instruire à charge et à décharge, quand bien même ça relèverait de la schizophrénie, ce qui était d'ailleurs reproché au juge d'instruction, d'où le fait qu'on lui a retiré ses pouvoirs. Et du coup, tu vois, si dans le contexte gabonais, les chiffres par rapport aux détenus préventifs, comme je disais tantôt, qui sont extraordinairement surreprésentés dans la population carcérale, si ce phénomène-là n'existait pas, tu vois, j'aurais pu, pourquoi pas tenir... ah non, 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 au contraire, hein, c'est très, très important que tu rajoutes tous ces détails-là. Si ce phénomène-là n'existait pas au Gabon, j'aurais pu m'aligner sur ton avis qui est totalement entendable, hein, et les gens qui nous écoutent ensuite se feront librement leur opinion. Mais moi, pour moi, véritablement, c'est un sujet. Je pense, hein, à mon humble avis, que la séparation du juge d'instruction, du juge enfin, du juge des libertés et de la détention, en tout cas du juge qui décide de la détention préventive, pourrait, dans une certaine mesure, améliorer les choses sur ce plan-là. Donc, je te relance, alors tu vas pouvoir rebondir dessus, mais je te relance aussi sur le sujet de la médiation pénale où, parce que j'ai eu une question par rapport à la médiation pénale, quelqu'un qui m'a dit en commentaire que est-ce que la médiation pénale, elle s'applique aussi pour les crimes? Tu vois, parce que dans la législation gabonaise, là, le code de l'enfant, il ne précise pas justement. Ils parlent de médiation pénale. Ils font bien la précision par rapport au fait qu'entre 13 ans et 15 ans, c'est obligatoire. Passer 15 ans, c'est facultatif. Mais ils ne disent pas si, effectivement, cette médiation pénale peut être applicable pour les crimes, même si, entre nous, je me doute bien que concrètement, ça va quand même être compliqué de proposer une telle chose. Vas-y, je te laisse commenter. Alors, s'il faut répondre comme ça, parce que je vais pas dire que ma réponse sera exacte. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, je connais pas le droit gabonais. Mais s'il faut répondre comme ça par rapport à mes connaissances, moi, je dirais que la médiation pénale pour les crimes, elle n'est pas possible. Et je vais m'expliquer. L'opportunité des poursuites, donc qu'est le principe, hein, plutôt la faculté qu'a le magistrat du parquet lorsqu'il est informé d'une infraction de pouvoir soit poursuivre l'infraction, soit classer sans suite, donc ne pas exercer les poursuites, ou encore recourir aux mesures alternatives aux poursuites. Et de ce que je peux comprendre, la médiation pénale entre justement dans les mesures alternatives aux poursuites, sauf si je me trompe. Donc, donc il y a trois possibilités, j'ai dit. Classement sans suite de l'infraction. Donc, le magistrat du parquet estime que, par exemple, l'infraction n'est pas constituée, qu'elle n'est pas caractérisée au sens du droit pénal. À ce moment-là, on ne poursuit pas, ou encore, parce que j'ai aussi eu la chance d'être, durant mon cursus universitaire, d'avoir travaillé au parquet. Par exemple, de dire qu'on ne retrouve pas l'auteur des faits est inconnu. À ce moment-là, on ne peut rien, justement, à l'impossible nul n'est tenu, on ne peut rien faire, on va classer sans suite, motif de classement sans suite, auteur inconnu. Donc le le magistrat du parquet n'exerce pas les poursuites, il décide de classer sans suite. Il y a la poursuite. La poursuite, quand le magistrat du parquet, je sais pas ce que j'ai avec le législateur, du coup à chaque fois je bug, quand le magistrat du parquet décide de poursuivre, en ce qui concerne les crimes, il n'a pas d'autre choix que de saisir le juge d'instruction. Donc, à ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, par rapport à ça, si on raisonne comme ça, il ne pourra pas recourir à une médiation pénale, vu qu'il ne peut, en tout cas, dans sa faculté là qui lui est ouverte avec l'opportunité des poursuites, Oui. s'il s'agit d'un crime, il ne peut uniquement que saisir le juge d'instruction, s'il décide de poursuivre les faits.
Et donc, il ouvre une information judiciaire et c'est le juge d'instruction maintenant qui va mener l'enquête et qui va décider, par exemple, de saisir, oui ou non, la juridiction de jugement par une ordonnance. Donc, soit, s'il décide de ne pas saisir la juridiction de jugement, il rend une ordonnance de non-lieu. S'il décide entre guillemets, de poursuivre les faits, donc de saisir la juridiction de jugement, vu qu'on parle des crimes, il ne pourra rendre qu'une ordonnance de mise en accusation. Donc, mise en accusation, donc devant la cour d'assises des mineurs. Donc, pour moi, la médiation n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la médiation, on va avoir recours à la médiation pénale, notamment donc à une mesure alternative aux poursuites, comme son nom le dit, hein, alternative, c'est-à-dire que alternative aux poursuites, c'est-à-dire que les faits ne sont pas si graves au point où on va encombrer, parce que le but quand même des mesures alternatives aux poursuites, c'était de désengorger les tribunaux. Donc, les faits sont d'une faible gravité, comme par exemple quelqu'un qui a volé des biscuits dans un magasin, et surtout aussi, donc on parle là ici de l'individualisation, intervient ici le principe de l'individualisation des peines. Par exemple, l'auteur des faits n'a pas de casier judiciaire. Donc, n'a aucune mention à son casier judiciaire. Qu'est-ce que le procureur va faire? Le procureur va décider, vu qu'on parle des mineurs, pour revenir sur le sujet, le procureur va décider justement d'avoir recours à une médiation pénale, parce que les faits ne sont pas très graves et parce que le mineur n'est pas, entre guillemets, en état de récidive. Il n'a pas de mention au casier judiciaire. On va dire, c'est la première fois, c'est un primo-délinquant, et surtout, peut-être, on va aussi regarder même les circonstances de la commission de cette infraction. Un mineur, par exemple, qui était sous l'influence des adultes, ou encore d'autres mineurs comme lui. On regarde, hein, on voit, par exemple, que ce n'est pas la tête pensante de cette infraction qui a été commise là. Bah, le procureur qui se dit, bah, je vais pas saisir la juridiction de jugement pour cette affaire, je vais avoir recours à une médiation pénale. Pour moi, encore une fois, la médiation pénale, ça peut pas être, on peut pas avoir, recours à la médiation pénale pour un crime, parce que là, on est dans les infractions très graves, alors que les mesures alternatives aux poursuites, c'est uniquement pour des infractions de faible gravité et aussi, surtout, pour des primo-délinquants. Donc, pour répondre à la question, c'est non. Je sais que j'ai trop développé et que je développe trop mes réponses. Je suis désolée. Si des fois j'en dis trop, il ne faut pas hésiter à me couper. Ah ben non, mais ne t'excuse pas. Au contraire, c'est ce qu'on veut. Il faut que tu développes, que tu expliques bien, que les gens comprennent Non, bien. mais c'est parce que je suis quand même une passionnée du droit pénal. Donc, du coup, quand je parle, je ne m'arrête pas. Donc, il ne faut pas hésiter à me couper si nécessaire, quoi. Non, non, rassure-toi. Alors, le commentaire que tu fais est d'autant plus juste que la loi gabonaise, l'article en tout cas 142 justement du Code de l'enfant, qui parle de cette possibilité de médiation en cas d'infraction commise par un enfant âgé de 13 à 15 ans, est imprécise parce qu'elle parle bien d'infraction. Et la personne qui m'a posé la question a totalement raison, puisque effectivement, moi, je suis allé relire l'article et j'ai vu on dit juste infraction. Donc, ça peut prêter ça peut prêter à plusieurs interprétations. Et du coup, moi, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que est-ce que tu serais d'accord avec le commentaire qui consisterait à dire que globalement, ce texte-là sur la justice pénale des mineurs au Gabon est imprécis et est gravement imprécis et flou? Bah oui, je suis complètement d'accord et même je pense que ce texte n'existerait pas en France. Pourquoi? Parce que il ferait l'objet d'un contrôle a posteriori de la loi. Donc je suis sûre et certain qu'il y aurait eu des saisines du Conseil constitutionnel pour pouvoir faire abroger ce texte ou encore donc de cette manière-là obliger le législateur à préciser le texte. De quelle infraction parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit également des crimes qui sont les infractions, rappelons-le, les plus graves? Ou alors est-ce qu'il s'agit uniquement des contraventions et des délits? Voilà. Donc moi je pense que le texte, il ne respecte pas le principe de la légalité des délits et des peines. Et il devrait en tout cas faire l'objet d'une abrogation, quitte à ce que le législateur le réécrive et bien sûr apporte des précisions. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'on parle de la justice pénale des mineurs au Gabon, on parle des règles et des principes qui encadrent la justice pénale des mineurs au Gabon. Il y a un texte spécial sur ce sujet, qui est donc une loi spéciale, c'est-à-dire une loi qui déroge aux règles générales qu'on applique en matière de procédure pénale pour les mineurs, pour les majeurs, et c'est normal, là on parle des mineurs. Cette loi-là est une loi organique. Je tiens à rappeler à tous ceux qui me suivent que
une loi organique, c'est une loi qui vient compléter la Constitution. Donc, c'est la loi la plus importante dans la hiérarchie des normes. Après la Constitution, c'est la loi organique. C'est-à-dire une loi, la loi des lois, j'ai envie de dire, une loi qui est au-dessus de toutes les autres lois. Donc, vous imaginez là, ce qu'on est en train de voir, c'est que on a une loi organique, donc une loi extrêmement importante. Je tiens à vous rappeler que l'adoption, la procédure législative pour adopter une loi organique est une procédure renforcée, en tout cas une procédure spéciale par rapport aux autres lois, aux lois ordinaires. Bon, la loi référendaire, il faut passer bien sûr par référendum. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que, là, alors, très honnêtement, moi, je ne suis pas pénaliste. Grâce à Rihanna qui est là avec nous, elle est spécialiste de droit pénal. On en a discuté inbox et effectivement, on a relevé tous ces éléments-là. Et même sur le sujet précis de est-ce que la médiation pénale s'applique en matière de crime, c'est même une personne qui me suit, c'est Patricia d'ailleurs qui est là en bas, qui a posé cette question en commentaire quand j'ai publié le carrousel. Comment ça se fait que même notre compatriote, je ne sais pas si elle est juriste, Patricia, tu nous diras si tu es juriste, notre compatriote, même nous, on a pu, enfin, alors moi je suis pas spécialiste du coup, même si Suriana aussi est spécialiste, mais je tiens à rappeler que Suriana, elle n'est pas spécialiste du droit gabonais, hein, elle est spécialiste du droit pénal français. Alors je me demande comment est-ce que nous on peut observer ça, et notre notre compatriote qui vient de confirmer en bas qu'elle n'est pas juriste. C'est une question de bon sens, hein, c'est même pas forcément une question d'être juriste ou pas. C'est parfois simplement une question de bon sens. Comment c'est possible que nous on puisse s'en rendre compte? Et que comme je vous indique, je vous invite vraiment à aller regarder si vous voulez hein, sur Internet comment on fait pour adopter une loi organique, que ce soit en France, que ce soit au Gabon. C'est une procédure spéciale. Comment c'est possible qu'une loi organique sur la justice pénale des mineurs puisse être adoptée avec des imprécisions et des flous aussi graves? C'est d'autant plus grave, je tiens à le préciser, c'est d'autant plus grave. Ces dispositions-là, on les a évoquées, que ce soit sur la détention préventive qui peut être prolongée de manière implicite, que ce soit sur la médiation pénale dont on ne sait pas si elle peut être appliquée en matière de crime, même si on se doute bien que pour une question de bon sens, elle ne peut pas être appliquée en matière de crime, que ce soit sur quoi encore, on a quand même parlé de pas mal de sujets là, donc il y a plein de choses dont je ne me souviens plus, que ce soit effectivement sur le fait que la garde à vue finalement, elle s'aligne aussi sur le droit commun, enfin tous ces sujets-là. Comment c'est possible que ces dispositions-là ont pu passer comme ça? Il me semble que pour l'adoption d'une loi organique, il y a un contrôle de la Cour constitutionnelle. Je ne me rappelle plus très bien de la procédure, mais je sais qu'il y a une étape où on passe au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc je me demande, c'était en 2019, comment c'est possible que ces dispositions-là aient pu passer en fait. Vraiment, je m'interroge et je tiens à rappeler surtout à tous ceux qui nous regardent que le commentaire que je fais, je peux comprendre que certains peuvent se dire, bon oui, on fait du commentaire pour faire du commentaire. En fait, tout ce qui est pénal, comme le disait Suriana tantôt, tout ce qui est pénal, c'est extrêmement grave. Et il faut le prendre avec la gravité intrinsèque au pénal. C'est-à-dire que tout ce qui est pénal, c'est quelque chose qui porte atteinte à un droit fondamental, à une liberté fondamentale, c'est-à-dire la liberté d'aller et venir, qui est une liberté qui est garantie par la Constitution, donc le texte le plus important dans la République. C'est la raison pour laquelle on doit d'autant plus faire attention, d'autant plus être rigoureux par rapport à tout ce qui est indiqué dans les lois qui ont un lien avec le pénal. Et là, vous voyez, le code de procédure pénale même, ça fera l'objet d'un autre live, on en parlera. Je veux dire la loi générale sur la procédure pénale. Là, on est en train de parler de la loi spéciale sur la procédure pénale des mineurs. Et regardez tout ce qu'on essaie de mettre en avant qui est gravement problématique. Il s'agit quand même des mineurs, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles on doit encore plus faire attention. Si on doit déjà faire très attention à la procédure pénale pour les majeurs, parce que ça porte atteinte à une liberté fondamentale qui est la liberté d'aller et venir, alors imaginez combien de fois on doit encore être plus précautionneux quand il s'agit de la procédure pénale des mineurs. Et je trouve que ça, très sincèrement, ça fait mal au cœur quand même. Vraiment, je me permets quand même cette expression. Parce que je me dis, comment c'est possible en fait? C'est extrêmement problématique. Je suis content en tout cas de pouvoir mettre ça en lumière. Alors moi, je ne suis pas législateur, je ne fais pas les lois au Gabon. Je ne suis pas haut fonctionnaire, ni Suriana d'ailleurs. Nous ne sommes pas non plus dans le fonctionnement de la justice au Gabon, magistrat, etc. Mais vraiment, l'idée ici,
C'est pas de critiquer pour critiquer ou de mettre en cause pour mettre en cause. On ne met en cause personne. Le Gabon, c'est notre pays à tous. On prend le temps de se pencher sur certains textes, etc., sur certains mécanismes. Et quand on observe effectivement que ces mécanismes-là sont problématiques, eu égard aux principes généraux de droit, avec nos connaissances humbles du sujet, eh bien, on se permet simplement de le souligner, de le mettre en avant et d'attirer l'attention, pas que des personnes qui dirigent, bien sûr, mais de l'opinion publique sur ces questions-là, et bien sûr des personnes qui dirigent aussi pour qu'elles fassent le taf. Donc, Souriana, je pense que tu as peut-être des choses à rajouter pour qu'on conclue sur la phase. Euh, Oui, vas-y. oui, 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 moi, ce qui m'a aussi, on va dire, on dit me marqué, interpellé, c'est l'apparition de l'avocat, donc l'assistance de l'avocat. Et Ah, dans les diapos que tu as publiés, justement, j'ai vu que enfin l'avocat apparaissait au niveau de l'instruction, si je me trompe pas. oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça problématique parce que, encore une fois, rappelons-le, toutes les enquêtes ne font pas l'objet. En fait, l'instruction, c'est une enquête, hein. Plutôt, pour me corriger, toutes les procédures ne passent pas par l'instruction, en fait. L'instruction, je l'ai dit tout à l'heure, elle est obligatoire pour les crimes. Autrement dit, euh, 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 on aura recours au juge d'instruction obligatoirement que pour les crimes. Mais que fait-on lorsque, lorsque ce sont des délits ou des contraventions qui ont été commises? Donc, de ce que je peux déduire, le mineur n'a pas droit à un avocat obligatoirement, alors même qu'il est mineur et qu'il n'est pas forcément, même déjà le simple majeur, on connaît justement l'utilité de l'assistance de l'avocat, c'est très important. Il y a des gens, par exemple, qui, lorsqu'elles sont privées de leur liberté, comme ça, en fait, lorsqu'elles sont mises sous, on va dire, mises sous pression, parce que priver quelqu'un de sa liberté, on est dans les locaux, par exemple, de la police, on nous accuse de telle infraction. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont très faibles moralement, donc mentalement et tout, et elles auront tendance à s'accuser de tout. D'où l'importance de l'assistance de l'avocat. Donc, si déjà l'avocat est important pour un adulte, combien de fois pour un mineur? Vous voyez? Donc moi j'ai trouvé ça très problématique de voir l'apparition de l'avocat quand qu'uniquement devant le juge d'instruction. J'ai trouvé ça problématique. Je me suis dit, mais que fait-on en fait dès lors qu'un mineur est impliqué dans une affaire, justement, on doit rendre tout de suite l'avocat, j'ai envie de dire, obligatoire à tous les stades de la procédure. Là, on voit bien qu'un mineur peut être privé de sa liberté, donc il peut être mis en garde à vue sans avoir été assisté d'un avocat. Il peut faire des déclarations comme ça, alors que justement l'assistance de l'avocat, quel est le but de l'assistance de l'avocat? C'est de pouvoir éviter à la personne de s'auto-incriminer, donc de faire des déclarations, quand on est passé comme ça en garde à vue, de faire des déclarations auto-incriminantes. L'avocat va par exemple pouvoir nous dire, ne répondez pas à telle question, on va en discuter d'abord, etc. Justement, du coup, préserver les intérêts de la personne qui fait l'objet de cette mesure. Donc, j'imagine même pas combien de fois l'obligation est plus grande lorsqu'il s'agit d'un mineur. Mais malheureusement, le code de la justice pénale des mineurs, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça Code de aussi au l'enfant. Gabon, C'est le code code de de l'enfant. l'enfant, Il y a un ne chapitre prévoit réservé à pas, la justice pénale des mineurs, oui. ouais, ne prévoit pas l'assistance obligatoire de l'avocat. Je trouvais ça un peu dommage et dommage, c'est parce que je veux être gentille dans mon vocabulaire, sinon c'est aberrant. Et petit détail quand même important, c'est qu'au Gabon, les juges d'instruction, c'est pas que pour les crimes. Les juges d'instruction, ça peut être aussi pour les délits ou en tout cas toute affaire pénale complexe et notamment pour les mineurs. Oui, Quand le mineur, oui, oui, effectivement, même en France, en fait, quand un délit est complexe, à ce moment-là, par exemple, tout à l'heure, j'ai juste parlé des crimes, mais l'instruction est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions. Autrement dit, le magistrat du parquet peut toujours décider de saisir le juge d'instruction pour une quelconque infraction. Mais je pense, après je peux me tromper, hein, que c'est pas non plus automatique au Gabon que le juge d'instruction est saisi. Oui, non? Donc, si, à supposer, j'imagine, hein, et là, du coup, je suppose quelque chose qui n'est pas permis en droit pénal, mais à supposer que c'est comme en France où 95% des dossiers sont des procédures, du coup, pénales sont menées par le parquet et la police judiciaire, bah, où est l'avocat, encore une fois? Où est l'avocat? Moi, je trouve ça très problématique, en fait, que l'avocat n'apparaît que durant la phase de l'instruction.
Alors qu'on a l'enquête préliminaire, on a les enquêtes de flagrance et autres, et surtout, durant ces enquêtes-là, des mesures privatives de liberté peuvent être prises. Je pense ici à la garde à vue. Effectivement, il y a un vrai sujet d'imprécision, d'autant plus que euh, je sais même plus ce que je voulais dire là. Tac, tac, tac. Par exemple, enfin, il y a la question aussi de la garde à vue, tu vois, qui est alignée sur. Enfin, du coup, tu vois, je veux que tu fasses un petit commentaire sur cette question. Même pas que la garde à vue, il y a d'autres sujets aussi, je me rappelle plus très bien, mais il y a la garde à vue, par exemple, du mineur, qui est aligné sur le droit commun, par exemple. Et donc ça c'est un autre sujet aussi. Pourquoi faire du droit, enfin, pourquoi faire des règles spéciales quand dans les règles spéciales, là encore, on renvoie au droit commun. Quand on part regarder même le droit commun, par exemple, les articles 374 et 375 du Code de procédure pénale, on voit que ces deux articles-là vraiment renvoient à la loi spéciale, automatiquement. Et donc, on a une loi spéciale qui fait quand même, je sais pas, entre article 106 jusqu'à 200, ça fait un peu plus de 100 articles, voire même encore un peu plus. Eh bien, quand on va regarder cette loi spéciale, eh bien, il y a des sujets graves comme la garde à vue où on vous renvoie encore sur le droit commun. Donc, c'est un peu curieux quand même. Bon, après, soit parce que il y a une paresse du législateur qui ne veut pas davantage édicter des lois spéciales, parce que à vrai dire, c'est tout un travail, il faut pas se mentir. Et puis après, ce n'est pas non plus, comment dirais-je, propre au droit gabonais, parce que par exemple, en droit français, et effectivement, on va avoir, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, le spécial déroge au général, mais parfois justement, on va recourir aux règles générales. Pour la garde à vue du mineur en France, on dira que elle doit respecter l'article 62-2 du Code de procédure pénale qui prévoit justement la garde à vue, par exemple les objectifs qui doivent être recherchés, qui doivent être atteints quand on place quelqu'un en garde à vue. Donc moi, je trouve pas ça forcément problématique hein, qu'on ait recours comme ça au droit commun, mais ce qui serait peut-être problématique, c'est le recours systématique au droit commun sans peut-être sans précision, sans précision. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que tout de suite on nous renvoie au droit commun, parce que là justement, encore une fois, ça montrait une certaine paresse du législateur. J'ai parlé tout à l'heure de la garde à vue du mineur en France. J'ai dit que entre 10 et 13 ans, le mineur peut faire l'objet d'une retenue. On ne parle pas de garde à vue ici. Pourtant, c'est quand même une privation de liberté, mais c'est une retenue en plus de ça qui a une durée bien précise et qui est beaucoup moindre que celle de la durée de la garde à vue. La garde à vue, c'est 24 heures en principe, renouvelable une fois, donc 48 heures. Ça, c'est et là, je parle du droit commun aussi, c'est 48 heures. Après, on a des dérogations en matière de stup et autres, voilà. Et en matière de bande organisée, d'infractions commises en bande organisée. Mais pour le mineur, du coup, entre 10 et 13 ans, il peut faire l'objet d'une retenue. Entre 13 et 16 ans, et plus, il peut faire l'objet d'une garde à vue. Et entre 13 et 16 ans, il faut même savoir que le législateur a quand même pris la peine de mentionner dans le code des mineurs que cette garde à vue ne peut pas être renouvelée. Donc, on revient pourtant à la durée de droit commun, qui est 24 heures, mais elle ne sera pas renouvelée. Elle pourra faire l'objet d'une prolongation que lorsqu'il s'agit d'un mineur de 16 ans, donc à partir de 16 ans. Et c'est pour ça que je parle de paresse, parce que je pense que le législateur gabonais n'a pas eu envie de faire cet effort-là dans la spécialisation, on va dire, de la justice pénale du mineur, et notamment en ce qui concerne cette mesure privative de liberté. Mais justement, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on renvoie au droit, c'est pas en soi qu'on renvoie au droit commun, mais c'est qu'on renvoie au droit commun sur cette question grave-là. Cette question grave qu'est la durée de la garde à vue. Déjà, tu vois, en droit français, on prend bien le soin de ne pas faire de garde à vue, en tout cas pour le mineur entre 10 ans et 13 ans, tu m'as dit. Oui, oui, c'est ça. Voilà, on parle bien de retenue, tu vois, toujours dans la logique de mesure spéciale, situation spéciale, mesure spéciale. Et on pousse on pousse encore la logique du spécial loin en disant que même quand, à partir de 13 ans, il peut faire l'objet d'une garde à vue, eh bien, c'est une garde à vue dont la durée ne s'aligne que sur bah, la première durée pour le majeur. Donc, on ne peut pas renouveler plus de 24 heures. Donc, tu vois, on est vraiment dans la logique du situation spéciale, mesure spéciale. Or là, le Code de l'enfant sur la justice pénale des mineurs au Gabon, il renvoie
par rapport à la garde à vue sur le droit commun pour la durée de la garde à vue. C'est-à-dire qu'on aligne la durée de la garde à vue pour le mineur, pour l'enfant, exactement sur celle de l'adulte, avec les prolongations comprises, puisqu'on dit seulement repartez au droit commun. Ça veut donc dire très concrètement, pour ceux qui nous suivent, qu'au Gabon, un mineur de 13 ans, puisqu'à partir de 13 ans, effectivement, il peut faire l'objet d'une garde à vue, il n'y a pas de disposition disant le contraire. Donc, un mineur de 13 ans peut être placé en garde à vue pour 48 heures, renouvelable une fois, et mieux, il y a des dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient que dans certaines zones, à cause des difficultés de communication, à cause des difficultés d'avoir un procureur, route impraticable, etc., la garde à vue peut être de 8 jours. Alors, c'est pas renouvelable, encore heureux, mais quelqu'un peut alors, un mineur, ça veut donc dire que concrètement, je prends un endroit éloigné du Gabon, Malinga par exemple, un enfant de 13 ans peut faire l'objet d'une garde à vue pour 8 jours. Et là, c'est sans vraiment exagérer, puisqu'on renvoie au droit commun. Donc, ça veut dire que concrètement, bah, on applique ce que le droit commun prévoit. Et si le mineur de 13 ans se retrouve dans les conditions prévues par le droit commun pour appliquer ça, eh bien, c'est ce qui peut être possible. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. Je veux pas faire l'alarmiste non plus ici. Et d'ailleurs, il faut que je retrouve cette disposition-là. Voilà, c'est l'article 57 du Code de procédure pénale qui dit bien que dans tous les lieux où, en raison de l'éloignement ou des difficultés de communication, il n'est pas possible de conduire immédiatement la personne gardée à vue devant le procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut délivrer un ordre d'écrou non renouvelable dont la validité est de 8 jours, y compris le délai d'acheminement. Le procureur de la République en est informé par tout moyen, au plus tard dans les 24 heures de cette délivrance. Donc cet article 57 là que je suis en train de vous lire est bien dans le chapitre 2, enquête en matière de crimes et délits flagrants, sous-partie garde à vue. Voilà, parce que la garde à vue, on en parle à partir des articles 56. Donc la durée classique de la garde à vue, du coup, c'est 48 heures renouvelable une fois, mais spécifiquement, article 57, il peut y avoir une durée de la garde à vue, de 8 jours, et comme le code de la justice pénale des mineurs, en tout cas le code de l'enfant sur la partie sur la justice pénale des mineurs, nous dit que s'agissant de la garde à vue, alors il faut que je retrouve l'article là, c'est quel article? Voilà, article 127, l'enfant âgé de 13 à 18 ans ne peut être gardé à vue qu'en cas de gravité des actes commis, crimes ou délits flagrants, ou si la liberté présente un risque pour lui-même, ou si sa liberté présente un risque pour lui-même et pour les tiers. La durée de la garde à vue de l'enfant est fixée conformément aux dispositions des textes en vigueur, sauf, alors là, mais ça c'est même pour m'achever une bonne fois, on rajoute encore, sauf décision contraire du procureur de la République compétent. Qu'est-ce que le procureur de la République compétent peut encore décider de sauf là? Alors, j'espère que c'est un procureur de la République gentil qui décide du coup d'une durée moins longue. Enfin, non, mais est-ce que tu te rends compte on parle quand même du droit pénal là, c'est-à-dire interprétation stricte. Les règles doivent être claires, précises, cadrées pour éviter l'arbitraire. Ouais. Ben après, il y a plein de textes comme ça, hein, faut pas se mentir. Il y a plein de textes comme ça que tu as pu me faire remarquer. Et moi, je n'hésite pas souvent à te dire que je m'implique moins dans tout ce qui est droit au Gabon. Pourquoi? Parce que je veux pas que mon quotient intellectuel baisse, mais et aussi je veux préserver ma santé mentale. Mais pourquoi? Parce que les textes sont souvent ahurissants en fait. Si j'ai envie de dire du jamais vu, comme on dit chez nous. Voilà, du jamais vu en fait. Quand bien même, pourtant on s'inspire, c'est ça. C'est qu'on a un très bon modèle d'inspiration. Mais le problème, c'est que même quand on s'en inspire, on copie très mal en fait. On copie très mal, ou encore on copie très bien et après on applique très mal. C'est ça qui est dommage. Comme là, par exemple, il y a eu déjà pourtant la réforme depuis 2021, mais je me suis rendu compte aussi à travers ton étude que le législateur gabonais ne s'est pas encore aligné, hein. Il est encore resté un peu sur les formulations de l'ordonnance du 2 février 1945 concernant la justice pénale des mineurs. Il n'a pas encore pris conscience qu'il y a un CJPM en vigueur depuis 2021 en France. Et aussi reprendre les formulations du coup qu'il y a dans le CJPM, et surtout essayer, encore une fois, essayer d'adapter à notre société. Parce que je pense que, même pas je pense, déjà en principe, le droit, ce sont des règles, c'est l'ensemble des règles régissant une société bien donnée. Ces règles évoluent avec la société, elles se doivent d'évoluer avec la société. Donc on ne peut pas copier les règles de la France pour pouvoir appliquer
à la société gabonaise. Pourquoi? Parce que la société gabonaise a ses spécificités à elle. Elle est spéciale, la société gabonaise, comme toute société. Donc, à copier, c'est bien, mais adapter, c'est encore mieux. Et ce qu'on n'arrive pas à faire. Ce qu'on n'arrive pas à faire. Et on t'a Et aussi moi, je pense que respecté les principes généraux de droit, respecter les principes c'est généraux ça, de droit aussi. respecter les principes généraux de droit, oui. Et je pense qu'on n'arrive pas à le faire parce que voilà, le législateur fait preuve énormément de paresse. Moi, je pense que c'est beaucoup de paresse.